Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo qui se veut un format différent d'habitude. Alors c'est pas un live, mais c'est plutôt un format style podcast, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de rester devant l'écran et de regarder les images. Donc on va discuter avec Arnaud, mais on va quand même mettre des images qui vont illustrer nos propos sur la thématique d'aujourd'hui. Donc voilà, pour justement cette discussion, je suis accompagné de Arnaud. Arnaud, est-ce que tu peux Salut. te présenter? Oui, bonjour, donc je suis Arnaud Lamotte, je suis technicien armement petit calibre. Voilà, je vais faire rapidement une présentation de en quoi ça consiste. Technicien armement petit calibre, c'est quelqu'un qui est spécialiste de la technique des armes à feu. Je précise bien ça par rapport au travail d'armurier, qui est quelqu'un qui vend, qui est aussi spécialiste des armes à feu, bien évidemment. Il ne s'agit pas ici de dénigrer le travail de l'armurier. Mais le technicien armement petit calibre n'a pas vocation à faire de la vente. Alors, comment on fait? Tout simplement, on travaille généralement pour les administration, ce qui a été mon cas pendant 15 ans où j'ai travaillé pour le ministère de l'Intérieur et qui est toujours mon cas aujourd'hui vu que je continue à travailler de différentes manières en tant qu'intervenant pour les administrations françaises, donc plusieurs ministères, défense, intérieur, ça m'est même arrivé de travailler pour le ministère des Affaires étrangères et les douanes. Voilà. Donc aujourd'hui mon activité principale elle est centrée autour de mon statut d'expert auprès des tribunaux. Voilà, donc expert auprès des tribunaux, c'est simplement un intervenant extérieur, c'est un collaborateur occasionnel de la justice de la France qui vient apporter un éclairage technique aux magistrats au cours d'une instruction. Donc ça c'est mon travail, on va dire, c'est le statut qui me permet de continuer à faire ce travail. Et je fais également évidemment beaucoup de publications à travers le site LI Publications, dont tu as beaucoup parlé et je t'en J'en ai remercie. parlé voilà, plusieurs fois. Je remets un lien évidemment dans la Ouais, description vers voilà. la chaîne YouTube et le site évidemment avec les articles. Tout à fait. Et encore merci d'ailleurs. Voilà, et donc beaucoup de publications. Et donc voilà, mon travail est, j'ai coutume de dire que je fais du commerce de savoir. Je ne fais pas du commerce de matériel, je fais du commerce de savoir. Voilà, donc c'est ça mon travail aujourd'hui. Ok, et du coup aujourd'hui le titre c'est STG44 et FG42, l'héritage au sens large parce que du coup on va ouais, parler de inspiration, copie ou dans certains cas on va dire une solution à un problème. Enfin des personnes qui ont finalement proposé les mêmes solutions au même moment mais sans se concerter. Enfin, on va le voir, on a quelques exemples qui vont être vraiment très parlants je pense pour les auditeurs. Et donc, écoute, déjà le premier point, c'est, on va parler voilà STG44 principalement et FG42. Moi, ce que j'aimerais juste dire, c'est que mon expérience avec ces deux armes se résume au tir avec le STG44 et le MKB42. Même si ce sont des copies semi-auto, elles sont, je dirais, conformes à l'original. Il n'y a que le tir automatique que je n'ai pas fait mais c'est les mêmes armes, avec les mêmes calibres, etc. Toi, par contre, ton expérience, t'es assez chanceux pour avoir tiré quand même au FG42, Les deux types, les deux types en plus. voilà, ouais, tout à fait, ouais, ouais, absolument. Et au Sturm, par contre, j'ai jamais tiré au MKB-42. J'en ai eu un entre les mains pendant un petit moment, mais Mhm. il était incomplet et donc du coup il n'était pas en état de tir. En fait, pour être tout à fait clair, il y avait l'ensemble mobile, c'est-à-dire les pièces qui sont la culasse et le transporteur de culasse, qui étaient à l'intérieur. C'était un ensemble mobile de Sturmgewehr. Donc forcément, comme tu l'as présenté dans tes vidéos, ça fonctionne d'une manière très différente à un MKB-42H par Mhm. rapport à un Sturm. Et donc du coup, l'arme n'était absolument pas fonctionnelle. Surtout qu'en plus ça, c'était au début des années 2000 quand j'ai eu ça entre les mains. Et on était à une période où on n'avait pas comment s'appelle, les munitions partisans n'étaient pas quelque chose de Ah oui, encore fréquemment très répandu. approvisionné. Ouais. Ouais, donc moi les premières fois que j'ai tiré au Sturm dans ma vie, c'était avec de la munition d'époque. Donc Ouais. voilà, donc il y en a qui vont crier au sacrilège et ils ont peut-être pas tort. Voilà. Mais c'est vrai que d'ailleurs, petite parenthèse, les gens qui m'ont vu tirer se posent la question des munitions, mais en fait, elle est hyper commune. Enfin, je veux dire, un partisan en fait aujourd'hui, et c'est Ah, accessible pour tous. oui, alors, ouais, ce que j'allais dire hyper commune, c'est-à-dire c'est pas Enfin, fabriqué par tous les fabricants, mais il y a une filière d'approvisionnement régulière effectivement qui est voilà. par la boîte serbe PRI Partisan et Mhm. oui, voilà, et en Mais on plus en ça, trouve dans les armuriers en France, quoi. C'est tout à aujourd'hui, fait. quoi. Ouais, Voilà. absolument, ouais. Ouais.
Ok, donc ce que je te propose, c'est déjà de parler, ce qui sera, je pense, peut-être la partie la plus courte, le Mhm. FG42. Mhm. Déjà, c'est quoi un FG42? Si on devait le définir. Alors, ben, si on devait le définir, un FG42, donc pour les gens qui ne le savent pas, ça veut dire Fallschirmjägergewehr. Donc Fallschirmjäger, ça veut dire le chasseur qui tombe du ciel. Donc c'est les parachutistes militaires allemands. C'est vrai que je n'avais jamais fait la traduction, tiens. Ah ouais, bah si, pourtant, Ouais. bah, moi ça m'a toujours fait rire parce que Fallschirm, c'est voilà, c'est qui tombe du ciel, littéralement. Donc Jäger, le chasseur. Gewehr, c'est le fusil. Mm. Sachant que l'acception du mot fusil en allemand est un petit peu différente du mot en français. Ça désigne globalement l'arme longue d'infanterie, le fusil, et la carabineur étant désignée par la manière dont la bretelle est attachée. Mais en fin de compte, ça cible quoi? Bah, ça cible, comme chez nous, les cavaliers et les unités d'artillerie dites de seconde ligne. C'est une arme plus Mhm. courte, généralement, la carabine. Et Et sachant que chez nous, en plus, il y a mousqueton, hein. et exactement, ouais, Enfin, mais c'est qui voilà, complique bah, un peu le truc. voilà, je vais faire comment ça s'appelle, je vais faire du racolage à chaque fois pour mon site, mais voilà, il y a un article sur la sémantique de petit calibre, des catégorisations d'armes petit calibre où j'en parle. C'est important parce que bon, on va dire, ça permet de mettre de l'ordre dans ces Mhm. idées, ça. Donc le FG42, voilà, c'est une arme individuelle. Donc l'arme individuelle va se différencier à l'arme collective parce que bah, tout simplement, elle est employée, non seulement elle est employée par une personne seule, mais elle est également pourvue par une personne seule. Mhm. C'est-à-dire une arme collective, elle va être potentiellement tirée par une personne seule. La personne va potentiellement pouvoir la mettre en œuvre complètement seule, c'est-à-dire la recharger, la déployer sans besoin d'aide. Ça, c'est tout à fait faisable. C'est le cas des Mhm. fusils mitrailleurs et aujourd'hui même de la plupart des, on va dire, de ce que les gens vont appeler mitrailleuses et fusils mitrailleurs. Mais là aussi, il y aurait une digression à faire, mais on va aller direct au but. Voilà. Mais par contre, une arme collective est une arme, on va dire, dont la dotation en munitions est généralement accompagnée par des pourvoyeurs. Donc il y a plusieurs personnes dans l'unité qui apportent des munitions. Une Mhm. arme individuelle, c'est pas le cas. On peut avoir du recomplément en munitions dans sa musette ou des choses comme ça, mais techniquement parlant, l'arme, elle n'est pas prévue pour qu'il y ait des personnes qui viennent apporter des munitions pour le fonctionnement de cette pièce-là. Mhm. Donc le FG42, c'est un fusil individuel, donc voilà, automatique, c'est-à-dire qu'il va tirer potentiellement en rafale, et à sélecteur, donc on va avoir un sélecteur de tir qui va permettre de faire du coup par coup ou de la rafale. Voilà, donc c'est une arme automatique individuelle à tir sélectif. C'est comme ça qu'on peut la définir le mieux. Donc Ok. Et elle son est donc dans quel contexte? Alors, le contexte est un petit peu particulier, vu que donc c'est une arme qui a vu le jour pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a Mhm. très vraisemblablement vu le jour après l'opération de Crète. Donc Mhm. c'est Opération Mercure, hein, je crois, hein. voilà, exactement. Ouais. Quand les parachutistes allemands sont allés sauter sur la crête et qu'ils ont donc l'opération s'est soldée par une victoire, mais en fait c'est une victoire un petit peu amère parce qu'ils Mhm. ont quand même eu pas mal de pertes et ils ont été mis en difficulté, notamment par à cette époque-là, les Allemands quand ils sautent avec certes en armes, alors mais ils vont sauter en armes avec des MP40 et ils vont sauter avec des pistolets. Ouais. Et en fait, quand ils arrivent au sol, ils sont dépourvus de matériel lourd qu'il faut qu'ils aillent récupérer dans des conteneurs qui ont été parachutés à côté. En France, on connaît bien les conteneurs de parachutage à travers tout ce qui a été organisation de la résistance, mais en fin de compte, les Allemands, eux, quand ils sautaient, ils parachutaient leur matériel lourd, leur Moser 98, alors lourd. En fait, c'est encombrant le terme que je devrais employer. Ouais. Ils Ouais. parachutaient leur Moser 98, leur fusil mitrailleur et tout ce matériel lourd. Ils le parachutaient dans des conteneurs et donc une fois que les parachutistes avaient touché le sol, il fallait qu'ils aillent récupérer au conteneur ce matériel-là. Alors, C'était quoi leur fusil mitrailleur? C'était le ZB26? excellente question. Alors là, Ils- c'est une Ouais. excellente question. Je sais pas Je, ce qu'ils avaient vraiment. je sais pas s'ils avaient, si ils employaient du matériel étranger ou si ce qui Ouais. était très courant dans l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, ou si les parachutistes allemands utilisaient des MG34. Je ne sais pas du tout Ouais. ce qu'ils avaient, mais en tout cas. Le fait est que pour aller récupérer du matériel, ben, ils devaient aller au conteneur. Et là où ça avait posé pas mal de problèmes en Crète, c'est quand ils s'étaient parachutés, ils étaient tombés sous le feu des Britanniques, qui les arrosaient à distance copieusement avec des Bren, donc des Mhm. fusils mitrailleurs en 303 British, et ils se retrouvaient un petit peu comme voilà, un peu comme des dindons au milieu de ça, avec ben, des armes en 9 mm, donc 9 mm de pistolet, du 9 mm Ouais, c'est Parabellum. un peu compliqué, quoi. Voilà un peu compliqué, et donc du coup, la genèse du FG42, c'est visiblement la volonté
d'avoir une arme qui permet la riposte immédiate du parachutiste au moment où il touche le sol. Alors, précisons bien qu'il ne tire pas pendant la phase de descente. La fameuse légende. Hein, Ouais, voilà, la légende urbaine. Alors non, tout simplement, regardez des parachutistes encore aujourd'hui, comment ils font pour descendre, et imaginez est-ce qu'ils vont être capables de tirer. Sachant que tirer sur une cible en mouvement, c'est déjà compliqué, et tirer depuis, on va dire, quelque chose en mouvement, c'est encore plus compliqué. Donc là, très honnêtement, il y a une vitesse de chute. Enfin, je sais pas à quelle vitesse un parachutiste il tombe, mais c'est quand même assez rapide. Oui, c'est plusieurs mètres par seconde. C'est donc c'est impossible. Enfin, en étant ballotté. En plus de ça, potentiellement par le vent, non, c'est absolument impossible. Voilà, et le FG42. S'il pouvait le faire, en plus, on peut se dire qu'il y a zéro probabilité qu'il touche une cible, quoi. Ça bougerait tellement. C'est gâché. Ça serait pas possible. C'est gâcher de la munition, très clairement. Et en même temps, comme tu disais, la vitesse de descente, elle est importante. Et heureusement qu'elle est importante, la vitesse de descente, parce qu'on pourrait probablement faire des parachutes plus lents, etc. Mais il faut bien penser qu'un parachutiste, quand il est en l'air, c'est aussi une cible merveilleuse. Hein. Donc voilà, alors il y a bien des gens qui vont dire oui, mais techniquement parlant, on n'a pas le droit de tirer sur un parachutiste. Oui, je demande à voir quand vous avez des centaines de parachutistes qui vous tombent dessus avec des couteaux entre les dents et un pistolet mitrailleur et qui sont là pour clairement vous faire la peau, vous n'allez pas attendre que le mec il touche le sol. Il faut quand même pas se mentir une demi-seconde. Donc voilà, oui, donc non, tirer par la phase de descente, c'est pas faisable. Par contre, ce qui est faisable, bien évidemment, c'est une fois qu'on a tiré, qu'on s'est libéré de son parachute, voilà, c'est effectivement prendre une position de combat et à partir de ce moment-là, on est en capacité de. Et c'est vrai que le FG42, vu qu'il reprend le calibre du fusil d'infanterie, donc le 7,92 par 57 IS, donc ce qu'on appelle très couramment le 8 mm Mauser, effectivement, on a une capacité de riposte qui est équivalente à ce qu'on peut faire avec un Mauser 98. Et mieux, ce qu'on a avec le FG42, c'est une recherche d'augmentation de la puissance de feu. Alors je vais revenir sur la définition de la puissance de feu juste après pour que tout le monde la comprenne bien. Parce qu'on a une arme semi-automatique et en rafale, et qui tire par rafale. Alors il faut bien comprendre qu'ici on a plutôt une arme qui est clairement conçue pour faire du tir semi-automatique comme usage prioritaire. Le parachutiste il saute avec un chargeur de 10 coups sur l'arme, je reviendrai dessus après pourquoi 10 coups, et 8 chargeurs de 20 coups, donc il saute avec 170 coups sur une arme qui fait environ 800 coups par minute sur les types G de mémoire. Ça fait pas beaucoup, et comme je disais, c'est pas une arme collective, c'est-à-dire il n'y a pas des pourvoyeurs qui suivent derrière. Donc voilà, ça part très vite, quoi. Ça part très vite, l'arme va chauffer très vite, même si on verra qu'il y a une disposition intelligente qui est faite pour éviter qu'on ait ce problème de surchauffe, qu'on ait des problèmes liés à la surchauffe, mais c'est quand même du semi-automatique, et le semi-automatique, pareil, est, on va dire, optimisé pour favoriser les probabilités d'atteinte, c'est-à-dire le fait que chaque coup tiré touche. Et là, je vais en profiter pour revenir sur la notion de puissance de feu. La notion de puissance de feu, il faut à minima la définir quand on en parle. On peut ne pas être d'accord parce que suivant les ouvrages, il y a des gens qui ne vont pas tout à fait employer la notion de puissance de feu de la même manière. La puissance de feu telle que moi je l'entends et telle qu'on est plusieurs auteurs et plusieurs spécialistes du domaine à l'entendre, c'est la capacité de délivrer rapidement un certain nombre de tirs, mais un certain nombre de tirs qui touchent, qui fait but. C'est la capacité d'employer à bon escient les munitions rapidement et ainsi de détruire rapidement l'objectif. C'est pour moi la définition de la puissance de feu, c'est ça, et quand on augmente la puissance de feu, tout simplement on gagne en efficacité sur le terrain parce qu'on détruit plus rapidement l'objectif ennemi et donc on prend l'ascendant. Et moi je la dissocie d'une notion qui est celle de volume de feu, qui n'est pas qu'une notion de nono. La notion de volume de feu, c'est tout simplement celle de saturer une partie de la zone de combat avec un feu très nourri, sans réellement se soucier, on va dire, de ce qu'on va détruire, mais tout simplement pour simplement supprimer la possibilité pour l'adversaire d'utiliser cette zone de combat. Donc en fait, on crée un avantage tactique par ce biais-là. Voilà, mais par contre, comme on peut très bien le comprendre, ça va être extrêmement gourmand en munitions, et on va avoir la nécessité d'avoir une logistique en munitions conséquente, et imaginez très simplement que quand on vous parle de volume de feu avec une MG42, ça veut dire que, on va dire une minute de feu, 1200 coups minute, 1200 coups minute, 1200 coups, 17 kg de munitions. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut acheminer 17 kg de cartouches pour chaque minute de feu tiré sur le champ de bataille. Il faut imaginer ce que ça représente vraiment à l'échelle totale de la logistique, c'est pas uniquement les soldats qui portent, mais il faut bien le comprendre, depuis la fabrication à l'usine,
jusqu'à l'acheminement sur le champ de bataille. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est absolument considérable. Bah, Donc, je pense qu'effectivement, il y a le côté un peu fantasme pour nous. Enfin, quand on est tireur sportif, quand on est juste au stand, on fait pas de tir classique, et quand on joue à des jeux vidéo, on tire avec une MG42 ou voilà, le FG42, etc. Ça fait rêver cette puissance de feu soudaine et cette cadence folle. Parce que je crois qu'il y a vraiment des MG42, ouais, c'est 1200 maximum. Enfin, moi, je les ai cadencés sur la vidéo qui est disponible sur mon truc. Là, alors là, c'est une ZRAK, hein, c'est une M53 yougoslave, mais c'est mécaniquement identique à une MG42. Ouais, moi, je l'ai cadencé avec donc les munitions que j'ai utilisées, qui sont les bonnes munitions pour cette arme, c'est-à-dire ce sont des 7,92 yougoslaves. J'ai cadencé à 1050 coups par minute, et donc on peut imaginer qu'en fonction des munitions, sachant que les Allemands, ils avaient les munitions V qui étaient augmentées et qui étaient utilisées notamment par la Luftwaffe, qui faisait 10% de plus, oui, on doit pouvoir très largement arriver à 1200 coups par minute. Ouais. Mais que voilà, cette puissance-là, cette cadence, finalement, d'un point de vue en fait, logistique, il est énorme. Enfin, le poids sur la logistique derrière est absolument énorme. Et ça me fait penser que effectivement le FG42, on peut dire 900 coups par minute, c'est super, c'est impressionnant, etc. Mais finalement, oui, le chargeur 1, il part super vite. Les munitions sur le gars, elles partent très vite. Et j'avais cru lire que finalement le full auto sur la FG42, c'était en cas d'urgence, quoi. Ben, tout à fait. Alors, le tir automatique sur une arme individuelle, alors là aussi, pour les gens que ça intéresse, il y a un article complet sur LAI sur le sujet, réflexion sur le tir en rafale. Désolé, bon, ça permet aux gens d'ouvrir. Hein. Je sais que ça fait un peu le racolage, mais bon, c'est bien. Je mettrai les liens dans la description. Et je t'en remercie. Voilà, le tir automatique sur une arme individuelle, il faut bien comprendre qu'il correspond à une nécessité, c'est celui de compenser le manque de temps dans une situation d'urgence. On sature la cible avec un volume de feu, et là justement j'utilise le terme exprès pour ça, on sacrifie une capacité en munitions parce qu'on n'a pas le temps de prendre une visée je dirais conforme, le terme est exagéré, parce que quand vous tirez à courte distance, ceux qui l'ont expérimenté, vous n'êtes pas obligé de mettre le nez dans le viseur. Le simple fait d'épauler, d'aligner la tête et de regarder sa cible, très souvent, sur des distances qui vont jusqu'à une vingtaine de mètres, on est en cible. On n'a pas besoin de prendre une visée vraiment très très conforme. Voilà, mais c'est bien parce qu'on n'a pas le temps qu'on va saturer la cible. Et donc effectivement, sur le FG42, il y a très certainement la volonté, effectivement, qu'on va arriver et qu'on va se trouver à des distances très courtes, de compenser le manque de temps par du tir en rafale. Et le FG42 est relativement bien pensé à ce niveau-là, tout simplement parce que la gestion de la rafale est relativement bonne, hein, pour l'avoir essayé. C'est vraiment pas mal du tout, notamment pour une arme de ce calibre-là, hein, 7,92 par 57. J'ai tiré d'autres, on va dire, battle rifle, en 7,62-51 qui sont beaucoup moins on va dire exploitables en rafale, hein, voire c'est clairement de l'escroquerie la rafale sur ces armes là. Le FG42, il y a un vrai effort qui est fait dessus, on va y revenir, mais voilà. Et donc, mais en tout cas clairement ça ne permet pas le feu d'un fusil mitrailleur qui lui va permettre d'engager à des distances importantes, entendons-nous bien, ça veut dire jusqu'à 600-800 mètres avec un fusil mitrailleur, en rafale avec une rafale exploitable, c'est-à-dire des tirs qui sont relativement groupés. Donc voilà, le FG42, il va pas permettre ça. Le FG42, il va permettre de faire de la rafale à des courtes distances. Même depuis le bipied, on a quand même une arme qui est légère, on va avoir de la dispersion, mais bon, ça sera très honnêtement raisonnable par rapport à d'autres armes que j'ai testées. Donc oui, ça sert plutôt à ça. Tu l'avais testé à quelle distance, toi? On a fait FG42, on a fait le plus loin qu'on ait fait, c'est alors on a testé plus loin que 100 mètres, le type E, on l'avait tiré, je pense qu'on l'a tiré jusqu'à 400 mètres, mais pas en rafale, mais en coup par coup, et le type G... Bien. Oui, alors de mémoire ça touchait, on avait la contingence de cartouches. Alors il y a la contingence de cartouches, c'est une première chose, et ensuite quand vous tirez avec des pièces comme ça, vous êtes toujours économe en munitions parce que vous n'avez pas envie de lui mettre 1000 coups dans la gueule, parce que une arme à feu ça a une durée de vie. Donc voilà, mais il y a un copain qui a tiré un peu plus que les autres, lui pourrait parler de la précision, mais ça fait le job, ça c'est la certitude, c'est-à-dire toucher la cible en coup par coup, on touche la cible, il n'y a aucun souci. En rafale,
très honnêtement, on n'a pas poussé l'étude plus loin que ça. Nous, on avait testé à 100 mètres. Vous avez une dispersion qui est tout à fait raisonnable quand vous tirez depuis le bipied. Sachant qu'il y a une différence entre un type E et un type G, c'est que sur le type E, le bipied se replie vers l'avant. Et donc, quand vous tirez en rafale avec le recul, il tend à se replier. Et sur le type G, le bipied qui est installé au niveau de la bouche de l'arme, là, il tend pas à se replier quand vous tirez avec. Au contraire, ça reste bien ouvert et c'est un petit peu plus stable. Mais la rafale, honnêtement, à 100 mètres en position allongée, c'est propre. Il n'y a pas photo. Voilà. Après, est-ce qu'elle a un avantage par rapport au fait, quand vous êtes allongé, à délivrer du coup par coup ? Je ne sais pas. Voilà, ça me paraît, on va dire, ça me paraît douteux. Je pense que dans cet exercice-là, on sera toujours plus efficace en faisant du coup par coup rapide qu'en faisant de la rafale, où en 3 pressions de détente, on a vidé son chargeur de 20 coups, potentiellement pour le même résultat. Mais alors du coup, parce que le FG42, donc je pense qu'il porte assez mal son nom, parce que 42, en fait, je crois que le développement a duré vachement longtemps, et que finalement, il a plutôt été utilisé en 44, il me semble. Hein. C'est plutôt tardif, je crois. Je veux pas dire pareil, là je travaille de mémoire. Les types E, je crois que c'est globalement, on est déjà en 1943 pour les types E, donc ils sont, comme son nom l'indique. Alors, type A, c'est des planches, type B, c'est un proto, type C, type D, type E. On est sur un laps de temps relativement court, mais il y a globalement que le type E, et donc lui a été produit, tu m'arrêtes, donc la production totale des FG42 est globalement admise par les spécialistes autour des 7000 coups, avec une répartition qui se ferait à 4000 type E et 3000 type G. C'est ça, il me semble. Hein. Ouais, ça doit correspondre. Ouais, on note que c'est pas beaucoup, hein, quand même. Hein. Ah oui, non, c'est insignifiant. C'est hyper confidentiel. Et quitte à parler de la truc, on va un tout petit peu anticiper le fait de parler de Sturmgewehr. Le Sturmgewehr, avant la fin de la guerre, c'est plus de 400 000 exemplaires qui ont été fabriqués. Ouais. Donc on a vraiment 2 armes qui ont été fabriquées à des niveaux très très différents, et qui ciblaient des et plus pour différents. que les personnes se réalisent, c'est que je crois que les productions de Mauser 88K, c'est genre 300-400 000 exemplaires par mois, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Et ils en perdent tout autant, quoi. Et voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire, sachant qu'il faut bien comprendre qu'une arme de guerre, c'est consommé à la guerre. Il faut toujours qu'une arme, un jour on discutera très vraisemblablement de la notion de qu'est-ce que c'est qu'une bonne arme de guerre, mais en tout cas, c'est une arme qui est économiquement supportable. Ça, il n'y a pas photo là-dessus. Mais du coup, même le STG, on en reparlera après, mais 400 000 exemplaires, finalement, c'est pas grand-chose. Oui, le STG. Ouais, le STG. Donc le FG42, avec 7000, ça... C'est anecdotique. C'est anecdotique. Mais du coup, est-ce qu'on sait au combat, est-ce qu'il y a eu des retours d'expérience enfin, moi je sais pas du tout là-dessus. L'utilisation. Alors, il y a eu des retours d'expérience. Je pense que les retours d'expérience n'étaient pas... moi, sur la documentation que j'ai là-dessus, c'est le livre Death from Above, qui est donc l'édition Collector Grade donc sur le FG42, qui est écrit par Black Stevens et par un mec qui s'appelle Thomas Dugley. Je mettrai le livre. Hein, Voilà. Le bouquin chez Collector Grade, on connaît des livres qui sont quand même un petit peu plus exhaustifs. Il est quand même très intéressant parce qu'il reprend la genèse du FG42. Il la reprend, je pense, de manière assez on va dire, assez rationnelle, parce qu'il y a des bouquins de chez Collector Grade, je pense à The Black Rifle 2, où on est dans de punaise. Alors du coup, vous parlez du livre Death from Above. Voilà, avant d'avoir été interrompu brutalement par mon téléphone que, comme un âne, je n'avais pas mis en silencieux, mais c'est chose faite, et je m'en excuse. Oui, donc on parlait du livre Death from Above, donc le bouquin est très intéressant, parce qu'il est quand même très bien documenté sur l'évolution de l'arme. Après, les retours d'expérience, oui, effectivement, il en est question. Après, il en est question, et moi je me méfie énormément de tout ce qui est, on va dire, retour d'expérience, notamment dans un cadre de propagande comme celui de la Seconde Guerre mondiale. Mais on sait que ça a participé à des opérations comme celle du Grand Sasso, où ils sont allés libérer Mussolini. Voilà. Ah ouais, je savais pas. Mais si, il y a les photos des parachutistes allemands qui, quand ils sont partis libérer avec les FG42, ce sont des types E sur les photos. De mémoire, hein, pareil, il faudra regarder. Je pense que tu pourras les insérer. On mettra les photos. Assez facilement.
Voilà, a priori, les retours d'expérience étaient pas mauvais. L'arme, et il y a plein de choses sur l'arme qui sont bien conçues. L'arme, elle est réfléchie. L'arme, elle est le fruit du concepteur d'armes Louis Stange, qui est quand même le père de la MG30 à MG34, et donc qui est quand même un concepteur d'armes qui n'était pas à son coup d'essai quand il a attaqué le FG42. On sent d'ailleurs qu'il s'est énormément inspiré de la MG30 qui est un fusil mitrailleur pour faire le FG42. On reprend cette organisation avec le chargeur qui est au niveau de la poignée et qui est sur le côté gauche, qui permet d'avoir une arme compacte. Hein. On est presque dans du semi-bullpup. Hein. C'est pas tout à fait du bullpup parce que le bullpup, le chargeur est à l'arrière, mais on a quand même déjà une recherche de compacité. Et d'une organisation de l'arme un petit peu particulière. On retrouve également l'utilisation d'un bipied et une arme qui est très, très sur la longueur, avec un canon qui est très dans l'axe de l'épaule du tireur, ce qui va faire partie des choses qui vont permettre à générer un recul qui est maîtrisable. Vu que plus on déporte l'axe d'appui sur le corps de l'individu, plus on génère du relèvement au tir, et ce, quelle que soit la position, qu'on soit debout ou qu'on soit allongé. Plus on pousse dans l'axe, mieux on peut gérer le recul. Donc on sent tout ce travail-là sur le FG42, et l'arme est bien conçue. Alors, on va, si tu le veux bien, à moins que tu veuilles qu'on aille sur une autre direction d'abord, on va parler justement de comment cette arme a été conçue et comment elle a été réfléchie. Je pensais justement au choix du calibre. Alors, parce que justement, bon, ça va être un gros topic, je pense, sur la partie du STG 44. Ouais, mais là, si on prend la cartouche qui a été, donc c'est la cartouche du fusil. Ouais. Visiblement, c'est quand même Hitler qui souhaitait absolument garder cette munition-là. À tort ou à raison. Bon, je pense que l'idée, c'est évidemment la logistique derrière. Voilà, alors je pense que je suis même pas sûr que chez Hitler, il y ait eu la réflexion de la logistique. Ah oui. Par contre, le problème, on va dire, quand on est quand on est en face de personnalités irrationnelles comme celle-là, c'est pareil, alors pareil, on ne peut que se méfier parce que on n'y était pas, alors quelque part tant mieux, hein, parce que c'est pas forcément une période joyeuse à vivre, mais ce qui est très souvent affirmé, c'est que Hitler avait une vision très, alors j'ai employé un terme qui est inapproprié, romantique de la chose, à travers le Gewehr 98, qui était l'arme de la Première Guerre mondiale, et que lui voyait comme l'arme noble du fantassin, et que pour lui l'arme noble du fantassin c'était en 7,92 par 57. Après, quand on revient justement sur la synthèse du FG42, a priori, les gens voulaient les para-allemands voulaient du 7,92 par 57 parce qu'ils voulaient pouvoir riposter à des distances importantes. Donc la question d'adopter, donc déjà la question du 9 mm était balayée, vu que c'était justement pour corriger le problème du 9 mm, donc qui ne permettait pas d'engager à des distances suffisantes. Donc ça, voilà. Alors Louis Stange, il aurait bien vu son arme en 7,92 par 33, donc dans le calibre du Sturmgewehr 44, parce qu'il avait bien conçu tous les aspects positifs de la munition, que ce soit en termes de conception d'armes, mais probablement aussi en termes de rationalité à l'usage, vu que ce sont des calibres qui globalement permettent un usage. Alors ça favorise le tir jusqu'à globalement 300-400 mètres, et on peut toujours avoir des tirs jusqu'à 600, en exagérant jusqu'à 800 mètres en fonction des circonstances. Je ne l'ai pas fait avec un Sturm, mais par contre je dis on parce que c'est avec des collègues de travail, on a fait à de nombreuses reprises des tirs avec des Kalachnikov jusqu'à 900, voire jusqu'à environ 1000 mètres. Vous mettez une balle sur 3 dans une silhouette humaine à 900 mètres. Donc c'est pas mal. C'est pas ridicule. Et quand vous ramenez ça, il faut toujours ramener ça non pas à l'individu, mais à l'échelle de la section de combat. Quand vous mettez un certain nombre de tireurs qui engagent un certain nombre de cibles à la distance et qui tirent plusieurs cartouches, vous avez effectivement un déluge de plomb avec un potentiel vulnérant à des distances qui sont quand même importantes. Donc ça existe. Après, est-ce que c'est gâcher de la munition ? Ça, c'est un autre sujet. Mais techniquement parlant, c'est pour ça que c'est faisable, et c'est d'ailleurs pour ça que les hausses des Sturm et de la Kalash vont jusqu'à 800 mètres, et après, avec les AKM, ils vont jusqu'à 1000 mètres. Mais 800 mètres, c'est pas ridicule, et 600 mètres, c'est vraiment pas ridicule. Mais bon, Hitler visiblement avait cette vision romantique de la chose, mais visiblement les para-allemands voulaient aussi le 7,92 par 57, et je pense qu'effectivement il y a cette idée de garder, on va dire logistiquement, une munition qui est maîtrisée par les industriels, parce que mettre en place une nouvelle munition, c'est toujours un risque industriel, surtout de le faire en pleine guerre. Clairement. De toute façon, l'exemple du STG le prouve après, c'est que c'était très compliqué à mettre en place. Exactement. Et que les livraisons sur le front,
ont été vraiment très compliqués. Exactement, Et même avec les chargeurs, quoi. Et exactement, Ouais. c'est vraiment toute une logistique différente qui est à mettre en place et c'est pas une logistique qui va venir se substituer en totalité, c'est une logistique qui va venir s'additionner à la Mhm. logistique déjà existante, sachant que le 792 par 57 n'est pas substituable dans la totalité de ses usages par du 792 par 33 parce qu'on en a toujours besoin pour du fusil mitrailleur, parce que le 792 par 33 est tout simplement trop léger pour engager à des distances importantes et notamment des cibles qui sont protégées, parce que le 792 par 33 n'est pas adapté à des munitions de type perforante incendiaire, Mhm. clairement pas. Voilà, et parce que, idem, ce que le camarade Pierrot appellerait, donc Pierre Brevard appellerait le tir sélectif, c'est-à-dire le tir de tireur d'élite, pareil, le 792 par 33, passer 400 mètres, on peut pas faire du tir sélectif avec. Alors qu'avec du 792 par 57, avec un fusil de tireur d'élite, on peut tranquillement aller taquiner les 600-800 mètres. 600, c'est les doigts dans le nez. 800 mètres, ça va être pour les bons tireurs avec les bonnes armes. Mais voilà, au moins, Mhm. et bon, sur un stand de tir, on va aller plus loin après. Il faut toujours, pareil, bien distinguer ce qui est faisable en stand de tir de ce qui va être faisable sur un théâtre d'opération. Donc je pense qu'il y avait, voilà, on va pas complètement charger la stupidité idéologique de Hitler et de Göring, parce qu'il y a Oui, quand bien même sûr, il était bien derrière aussi. voilà, Et c'est le bébé, le FG42, c'est le bébé de Göring, hein, voilà. voilà, qui le pensait comme étant l'arme qui allait remplacer Ouais, tout à fait. Ouais. le K98 à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, chose qui n'adviendra jamais. Et d'ailleurs, on en reparlera, mais même d'un point de vue conceptuel, ça ne remplacera jamais aucune arme. Et voilà, donc, mais effectivement, le 792 par 57, ben, il y avait pas c'était pas forcément complètement idiot de la conserver en dotation principale à ce moment-là. Mhm. Voilà, après, c'est sûr que la conception d'une arme à feu se fait toujours autour d'un calibre, hein. C'est pas l'inverse, on fait pas une arme à feu et on choisit un calibre derrière, on choisit un calibre et on fait une arme à feu. C'est vrai qu'avec un calibre aussi puissant que le 792 par 57, qui est clairement un des calibres de fusil d'infanterie de la première et seconde guerre mondiale, qui est un des plus puissants, voilà, c'est très compliqué parce que plus on utilise une munition puissante dans une arme automatique, plus toute la mécanique autour doit être conçue pour supporter ce tir. Supporter en termes de verrouillage, ça c'est presque, j'ai envie de dire, la partie facile, mais supporter aussi en termes d'amortissement de l'ensemble mobile. C'est-à-dire quand on a impulsé l'ensemble mobile pour le faire travailler, il faut derrière amortir l'ensemble mobile pour éviter que ça vienne casser le boîtier, que ça reste contrôlable au tir. Il y a tout un tas de travail à faire là-dessus. Et d'ailleurs, que ce soit pour la MG42, on a un amortisseur pour l'ensemble mobile qui va très très vite. Et également pour le FG42, pour les deux FG42, derrière, j'ai des photos, on les mettra. On a un amortisseur pour l'ensemble mobile qui est quand même assez conséquent. Parce que voilà. Et donc du coup, alors, il y a quand même eu un vrai travail de la part de Louis Stange là-dessus, clairement, sachant qu'il a été également entouré par des gens pour les types G. Une des différences fondamentales entre un type E et un type G, c'est que le type E, le boîtier de culasse, qui est la pièce maîtresse d'une arme à feu et qui est la plus complexe à fabriquer, c'est usiné sur un type E, et sur un type G, la vraie révolution, c'est que c'est de la tôle emboutie. Ah et oui, ça, d'accord. c'est quand même quelque chose de très important, parce que tout simplement, la tôle emboutie, c'est la révolution industrielle sur la manière de fabriquer des armes à feu pendant la Seconde Guerre mondiale. Mhm. Pendant, un petit peu avant, évidemment après, mais surtout pendant la guerre. En Allemagne, ça va surtout concerner le Sturmgewehr 44, le FG42 et la MG42. Cette utilisation de la tôle emboutie, elle devient prépondérante et elle va permettre d'accélérer la production, d'économiser de la matière première, ce qui est un vrai problème pour les Allemands, et également, de réduire les coûts de fabrication. Et si du coup, nous, là, le but c'est aussi de parler de l'héritage. Parce que bon, le FG42, ça fait rêver effectivement beaucoup de tireurs et de collectionneurs. Mhm. Mais est-ce que ça a donné, j'allais dire naissance à d'autres armes derrière ou pas? Mais surtout, en fait, déjà la base, c'est d'un point de vue mécanique, il semblerait que le FG42, finalement, il est tiré il est tiré. Il y a des inspirations d'une arme de la Première Guerre mondiale. Absolument, qui est le Lewis. Voilà, une arme Tout à fait. anglaise. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement? Les Allemands, les empreintes gaz, c'est pas leur truc.
clairement, ils ont toujours, sur leurs armes longues, ça veut pas dire qu'ils en ont pas fait, ça veut pas dire qu'ils ont pas travaillé le sujet, mais ça veut dire que c'est pas quelque chose qui a été prégnant dans leur culture armement petit calibre. Les Allemands, l'arme qui a été prégnante sur la culture de l'armement petit calibre, c'est la MG08, et la MG08, c'est du court recul de canon. Et effectivement, quand ils vont continuer à développer leurs armes, ils vont énormément travailler sur le court recul du canon, sachant que le fusil semi-automatique ou le fusil automatique est pas quelque chose qui va être spécialement développé par les Allemands. Il y a évidemment des prototypes, ça existe, on le sait, chez Moser, etc. Après, faut remettre dans le contexte les années 20, 30. Oui. Il y a comme le traité de Versailles aussi qui les empêche un petit peu de travailler. Alors, un petit peu. Ils ont quand même produit des choses, mais voilà, ils sont un peu limités, quoi. Oui, ils vont produire des choses, et en plus ça, ils vont tricher, c'est-à-dire qu'ils vont aller, par exemple, continuer leurs travaux avec des choses en Suisse, etc. Ouais, bien sûr. Mais parce que, par exemple, ils vont tricher pour le pistolet mitrailleur pour continuer à les développer. Ils seront quand même relativement prolifiques en termes de pistolet mitrailleur jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Ils vont bien peaufiner le sujet, et ce qui va leur permettre de faire le MP38, MP40, qui est un outil Passo, qui est un outil intéressant, et également pour les fusils mitrailleurs, où quand même ils seront très prolifiques à travers MG15, MG30, et puis ce qui sera finalement adopté, la MG34, qui est que beaucoup considèrent comme étant on va dire la mère du concept de GPMG, c'est-à-dire General Purpose Machine Gun, c'est-à-dire mitrailleuse à emploi général. Voilà, universel. Alors je serais un petit peu plus, on va dire, pondéré sur la chose, mais effectivement, c'est quand même clairement, ça jette pas mal les bases. Mais voilà, donc ils vont faire, mais par contre, c'est vrai que sur l'arme, il va y avoir, on va dire, un acharnement à rester sur le Moser 98, et il va y avoir finalement que très tardivement, on va dire, des projets qui vont être adoptés et testés par la Wehrmacht, pour augmenter la puissance de feu du fantassin. Et même quand on voit l'apparition des G41, des G43, on n'est clairement pas dans un mouvement où ils sont en train de substituer tous les Moser 98 par ces armes-là. C'est un peu comme les SVT-38 et les SVT-40 en Russie. C'est plutôt une arme de complément qui va permettre de donner à quelques personnes dans une unité la capacité d'engager plus rapidement, c'est d'augmenter la puissance de feu, mais de quelques individus et pas de tous les individus. On n'est pas dans ce truc-là. Et on peut imaginer qu'il y avait, alors peut-être évidemment une question, on en parlait, de vision très attachée à la Première Guerre mondiale sur le rôle du fusil d'infanterie, et que finalement il n'y avait pas besoin de plus et qu'un Moser 98 c'était très bien, mais je pense aussi qu'il y a les difficultés techniques pendant un temps, il ne faut pas rêver. Et donc pour en revenir sur le court recul du canon, voilà, sur l'empreinte gaz, donc ils ont beaucoup travaillé le court recul de canon, et MG30 et MG34 et MG42, ce sont des courts reculs de canon, et c'est le sujet, et d'ailleurs sur les armes de poing aussi, on est sur du court recul de canon, c'est le sujet que les Allemands travaillent et maîtrisent très bien. L'empreinte gaz, il y a eu des armes évidemment, mais c'est vraiment pas prégnant, et par contre, donc du coup l'empreinte gaz, quand ils vont le développer, alors par exemple, ils vont avoir des errements sur les G41 avec les empreintes gaz, avec les captations à la bouche, que les Américains appellent des gas traps, donc c'est-à-dire on récupère les gaz à la bouche de l'arme sans faire de trou dans le canon, ce qui génère, on va dire, une organisation de l'arme un peu, une construction de l'arme un peu compliquée, où on va chercher un piston très très loin, très souvent annulaire autour du canon. Clairement ça donnera pas satisfaction, et ils finiront par copier les Russes, parce que pour donc le là coup tu c'est parles le bien cas. du G41. Voilà, du G41, et ils vont copier les Russes avec le G43, donc où ils vont avoir un piston qui n'est pas attelé à l'ensemble mobile, donc toujours pareil, culasse plus transporteur de culasse. Et ça par contre, on va dire, pour ça, on va dire, c'est l'approche d'une arme semi-automatique et d'un fusil. Et le FG42, quand on regarde comment c'est fait, on est quand même plus sur une arme qui descend du fusil mitrailleur qu'une arme qui, on va dire, est un fusil à verrou semi-automatisé. Le G41, c'est globalement dans l'idée, surtout quand on regarde un G41 Moser, c'est un fusil à verrou qui a été semi-automatisé dans l'idée. On va retrouver le verrouillage rotatif, on va retrouver des choses comme ça. Là non, là on voit que Louis Stange, il a pris la MG30 et qu'il s'est dit on va l'alléger et on va en faire un fusil individuel. Et pour ce faire, il va abandonner le court recul du canon, et il va emprunter un système qu'ils connaissent très bien à travers la Lewis. La Lewis, qui est une arme qui a très positivement impressionné les Allemands, et pas que les Allemands. C'est une arme qui, sur le champ de bataille de 14-18, a énormément impressionné les gens. Ils en ont beaucoup récupéré. Ouais, ils tout en à ont fait, même converti en 8 Moser.
Absolument, ouais. Donc voilà, c'est une arme qui les a très fortement inspirés. Et donc en fait, il va passer du court-recul de canon, qui à mon sens, ça c'est une analyse personnelle, est peu adapté à des armes légères, parce que le court-recul du canon, ça veut dire tout simplement qu'on récupère l'inertie de l'ensemble canon, culasse, verrouillé au moment du tir, pour générer une impulsion d'armement. Mais si vous le mettez dans une arme légère, l'arme a tendance à reculer fortement dans l'épaule du tireur, et vous cassez l'inertie, l'impulsion de rarmement. Donc, au lieu de faire ça, on utilise un piston, et donc effectivement sur la FG42, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont littéralement copié, collé, évidemment avec des adaptations. Il ne s'agit pas de dire que les pièces sont interchangeables, ne soyons pas bêtes et méchants. Mais clairement, c'est un principe très inspiré de la Lewis, avec un piston attelé au transporteur de culasse et un verrouillage rotatif. Stange va l'adapter pour le mettre dans le FG42, notamment en transformant les 4 tenons de verrouillage qui sont situés à l'arrière de la culasse sur la Lewis et qui deviendront 2 tenons de verrouillage en tête de culasse sur le FG42. Et après, le reste des inspirations, on est quand même très sur les inspirations, comme je le disais, de la MG30. Mais on prend ces deux armes-là, et on a MG30 plus FG42, plus Lewis. Lewis, ouais. Et on a globalement un FG42. Ouais. Le trait est grossier, il ne faut pas réduire ça à sa simplicité, mais c'est clairement les deux inspirations majeures de Louis Stange pour faire son arme. D'accord. Ouais. Donc on a vu que finalement, le FG42 fait par Stange, forcément il s'est inspiré de ses propres travaux précédemment, donc MG30. Il a vu probablement aussi les Lewis et il s'en est inspiré pour faire le FG42 qui est... Moi je le définirais vraiment comme un fusil mitrailleur. Même si, bon... Alors pourquoi je dis ça ? Ouais. Parce qu'en fait, je comprends que dans l'utilisation, ce soit peut-être pas vraiment un fusil mitrailleur style Le Bren, quoi. Enfin, comme Le Bren, c'est pas une arme collective. Mais il tire une cartouche de fusil, il a un chargeur amovible et il dispose du tir en rafale, quoi. Ouais, mais c'est pas sa vocation. Non, mais je suis d'accord, mais je dis bien, voilà, dans l'utilisation, je suis d'accord. Mais du coup, voilà, pour l'aspect, la suite, l'héritage, parce que c'est ça ce dont on a parlé tout à l'heure, 7000 exemplaires seulement, c'est quand même assez confidentiel. Oui. Donc finalement, l'impact, par exemple, je sais pas, on peut imaginer les Américains, ils tombent sur un exemplaire, etc., ils voient l'arme, mais si ça leur a pas, comment dire, fait un choc comme la MG42, si tu veux, quoi. Je pense que ça n'a pas fait un choc aux militaires, je pense que ça a fait un choc aux concepteurs d'armes. Je pense parce que... oui, d'accord. Voilà. Dans les milieux industriels, je pense, et d'ailleurs, je pense qu'entre guillemets, ça n'a pas eu de choc. Alors, je m'excuse par avance vis-à-vis de Pierrot, toujours le même, parce qu'il va pas il sera pas d'accord. Et d'ailleurs, c'est important justement de dire ici que là, le père Nono, il n'est pas en train de faire une homélie et il n'est pas en train de vous donner la bonne parole. Le père Nono, il apporte des éléments sur la place du débat contradictoire. Donc, l'idée, c'est bien de mettre en avant mes idées, argumentées, je vous les sors pas, elles sortent pas d'un chapeau, voilà, et chacun faites-vous vos idées, et d'ailleurs avec Thomas il y a des fois où on n'est pas d'accord, et je trouve que c'est très bien comme ça, parce que si on est toujours dans la même pensée, on n'apprend rien, on se remet pas en cause, et finalement la vie est un peu tristou, hein, voilà, c'est du gris après, enfin c'est du gris, j'ai rien contre la couleur gris, mais bon, c'est fade, voilà. Donc le FG42, je pense que je pense qu'il n'a pas été fabriqué à assez d'exemplaires pour constituer un choc sur le champ de bataille. Ce qui a été le cas quand même du Sturmgewehr. Le Sturmgewehr, je pense qu'il y a quand même eu un incident sur le champ de bataille et les gens ont bien vu ce que ça a fait et les avantages que ça a apporté. Le FG42, par rapport à un Garand, est-ce qu'il apporte quelque chose ? J'en suis pas spécialement convaincu. Il a le mode de tir en rafale, oui, bien sûr, ça permet de faire des tirs, on va dire, d'engager à courte distance en rafale avec une puissance de feu rapide, mais en fin de compte, avec la capacité du chargeur qu'on a et la dispersion quand même qu'on va tirer à l'épaule de cette arme-là, on va quand même, ça va pas changer pour moi du tout au tout la donne, et comme je disais précédemment, pour moi ça reste une arme individuelle et ça reste plus proche d'un battle rifle, mais je vais le nuancer. Ça reste plus proche d'un battle rifle que d'un fusil mitrailleur, parce que pour moi la vocation première de cette arme c'est le coup par coup. Alors les efforts fabuleux qui ont été faits sur cette arme là et qu'il faut souligner parce qu'on n'en a pas parlé, c'est on a pour la maîtrise du tir, que ce soit en coup par coup ou en rafale, on a 3 choses qui ont été faites et qui sont
pas sans précédente, mais qui sur une arme individuelle, on va dire, sont suffisamment rares pour qu'on le note, et surtout qui n'existent pas ensemble sur une arme individuelle, et ça c'est vrai. La première chose, je l'ai déjà évoqué, c'est le fait qu'on a un canon qui est très dans l'axe de la crosse, et même, on n'est pas tout à fait au milieu de la crosse, mais on est quand même pas loin, et du coup, on va avoir une impulsion de recul qui va être très au milieu de l'épaule, et qui va éviter le relèvement naturel du tireur droitier qui est vers le haut et à droite. C'est le tireur droitier, il bascule quand il tire, et c'est en basculant qu'il va relever en haut à droite. La deuxième chose, c'est on a une disposition qui était existante sur le Bren et a fortiori sur ZB26, ZB28, donc les fusils mitrailleurs tchèques. J'ai pas vérifié sur ZB26, ZB28 parce que quand je les ai eu en main, j'y ai pas pensé comme un abruti. Oui, tu l'as très bien expliqué, j'ai commencé à regarder ta FAQ. Voilà, que ce monde d'armement, c'est un monde d'opportunités, il faut le voir au sens positif du terme, c'est-à-dire on n'a pas toujours toutes les armes qu'on veut à disposition, donc il faut faire les travaux qu'on a quand on a les armes à disposition, et c'est toute la difficulté, et parfois on peut pas revenir sur des choses. Et ZB26, il y a la vidéo de tir sur la chaîne, j'ai eu entre les mains, j'ai démonté, j'ai regardé, et entre temps j'ai pas pris les notes qu'il fallait pour vérifier est-ce que l'ensemble carcasse, canon, recule par rapport à la crosse. C'est le cas du Bren, et ça en fait ça permet de transformer l'impulsion de recul en quelque chose de moins sec et en quelque chose de plus progressif, et cette transformation va faire en sorte que le corps, avec le cerveau, sachant que votre cerveau en fin de compte vous décidez certaines choses, mais il y a des choses qui vous imposent, le cerveau, ben, cette impulsion plus lente va permettre d'accompagner, et tout simplement votre corps va prendre mieux en compte. Et la dernière chose, que tout le monde voit bien avec le FG42, qui est la chose la plus évidente, c'est l'utilisation d'un frein de bouche, qui n'est rien d'autre qu'un frein de bouche, qui est relativement bien fait. Alors il ne fait pas du tout cache-flamme. Dans certaines publications, les mecs vont parler de cache-flamme ou de flash hider. C'est pas du tout un cache-flamme, c'est pas du tout fait ça. Voilà. T'as tiré de nuit, je crois, avec. Hein. Ouais, sur la vidéo, il y a alors, uniquement le type G, mais globalement, type E, type G, c'est les mêmes cache-flammes. Même moi, je fais la bêtise, la bourde, c'est le même frein de bouche. Donc, voilà, donc c'est normal. Pareil, hein, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Tout le monde peut se planter, et notamment en parlant, on peut commettre des erreurs parce que, comme je disais, vous subissez votre cerveau plus que vous ne le contrôlez. Voilà. Donc le frein de bouche, voilà. Et donc le frein de bouche, il est quand même très efficace. Et d'ailleurs, il sera repris, notamment sur le ZFK 55, le MQLU, le fusil de tireur d'élite suisse, où clairement on sent une inspiration, mais également par Stoner sur la R10. Les premiers R10, quand on les regarde, il y a ce frein de bouche qui est, à mon sens, à mon avis, très inspiré du FG42. Voilà, et c'est pas une critique, on y reviendra, mais c'est tout le travail de concepteur d'armes, hein, c'est de s'inspirer de ce qui marche, hein, c'est pas de réinventer l'eau chaude à chaque fois. Mais du coup, voilà, le FG42, ça n'a pas été une révolution sur le champ de bataille. À mon sens, pas. Et donc, quel est l'héritage derrière ? Il y a pas, on va dire qu'il n'y a pas grand-chose. Pour moi, il n'y en a pas. Pour moi, il n'y a pas d'héritage. Pour moi, le concept ne fait pas date. Parce qu'on peut considérer... Ah oui, tu parles vraiment du concept. Alors, tu parles pas de la mécanique. Voilà, vraiment, ce que j'allais dire. Je vais dissocier la partie mécanique de la partie, conceptuelle. Pour moi, déjà, la partie conceptuelle ne fait pas date. Parce que pour moi, il y a certains vont penser que ça va préfigurer le concept qu'on va qualifier ici facilement, mais parce que tout le monde utilise le concept de battle rifle, c'est-à-dire les armes automatiques. Alors, je vais même dire inutilement automatiques, qui seront majoritairement en 7,62 NATO. Pour moi, ça ne le préfigure pas. Pour moi, ce qui préfigure le concept de battle rifle, ce sont les fusils semi-automatiques et potentiellement quelques fusils automatiques de l'avant-guerre. On peut y mettre le SVT-40, enfin SVT-38, SVT-40, AVS-36, on peut mettre le Garand, on peut mettre le FSA-17, on peut mettre tous ces fusils qui utilisent non, justement, le Fedorov. Ah oui, toi, tu le classes dans fusil mitrailleur. Non, plus. Non, justement, alors oui, il y aura. On l'a pas dit quand même. On est bécasse un peu. Sur le coup, il y aura un article qui va sortir concomitamment avec cette émission, et qui sera disponible sur le site LAI Publication, qui sera en libre accès, voilà, et qui explique justement plus en détail la chose, avec mes considérations là-dessus. Pour moi, le Fedorov fait partie, comme l'US-1, pour moi, ce sont des armes qu'il faut catégoriser de façon orpheline. C'est-à-dire, on ne peut pas les rapprocher, il y a trop de spécificités, il y a trop d'idées différentes par rapport à ce qui a été produit derrière ou avant, pour qu'on les rattache à une autre catégorie d'armes.
Et pour moi, c'est le cas de l'US-1, c'est le cas du Fedorov 17, 15, 17, il y en a plein, des Fedorov, voilà. En fait, il y en a plusieurs, hein, des Fedorov. Les travaux de Fedorov commencent en 1909 et s'arrêtent, je crois, en 1924. Donc il y a vraiment tout un tas de fusils Fedorov, généralement on n'en voit qu'un. Voilà, mais il y a également des fusils mitrailleurs Fedorov avec des bipieds, avec des. Il y en a qui reprennent le système de refroidissement par air forcé de la Lewis. Ça existe chez Fedorov. Donc il y a beaucoup de travaux chez Fedorov. Mais comme tu dis, généralement quand on parle de Fedorov, on parle du Fedorov 1915, celui qui ressemble à un battle rifle avec un chargeur et qui est en 6.5 Arisaka. Mais voilà, l'arme est pour moi suffisamment à part pour être inclassable. Elle n'est pas que inclassable pour moi, elle est également classable pour l'historien soviétique spécialiste de l'armement petit calibre qui est David Nomovitch Bolotin, voilà, qui a écrit un bouquin qui est un bouquin de référence là-dessus. Voilà, et ça occupe un chapitre à part parce que les armes de Fedorov sont, voilà, un concept différent. Et pour moi, le FG42 aussi, il a quand même, on va dire, pour moi, il s'inscrit dans la mouvance de ce qui deviendra le battle rifle, mais pour moi, il n'inspire pas la mouvance du battle rifle. Voilà, parce qu'il est trop spécifique et parce qu'il y a trop cette recherche de la maîtrise du tir en rafale, de cette optimisation, de toutes ces spécificités qui fait que l'arme est une arme de parachutage. On a la poignée qui est inclinée sur les modèles type E qui est liée à ça, on a le chargeur 10 coups qui est lié à ça, on a les organes de visée rabattables qui est lié à la spécificité du parachutage, on a une arme qui est vraiment conçue comme une arme de parachutiste. Attends, excuse-moi, je te coupe, mais cette histoire de poignée, effectivement, on n'en a pas parlé parce qu'on parlait du tir en haussant en parachute. Et lire, je ne sais plus si c'est encore sur Wikipédia en français, mais que la poignée est inclinée. Non, mais tu dis Wikipédia, je fais. Voilà. Moi aussi. Ah bah tu vois, l'image elle est en train de bugger. Je crois. Ouais, ça a coupé, voilà, exactement. Je sais plus si c'est encore dessus ou quoi, mais que le fait que voilà, la poignée soit en pente. Enfin, il y a un nom quand même très spécifique sur le. Oui. C'est le type E, hein, je pense. Ouais, tout à fait, c'est le type E. Ouais. Pour du tir en descendant, non, c'est faux. Ah oui, c'est bidon. Ce qui semblerait le plus logique, c'est effectivement de l'encombrement quand l'arme est sur le parachutiste. Et éviter de s'accrocher dans les suspentes et dans tout ce qu'il y a. D'où le fait aussi que les chargeurs de 10 coups, quand le mec il chute. Et les organes de visée rabattables. Et les organes de visée rabattables. Et que en fait, cette pente reprend un peu la pente du Mauser 88K. Oui, c'est vrai, c'est pas faux, ouais. C'est un peu, voilà, ouais. Bon, c'est pentu, et puis en fait, je prenais, moi souvent, j'aime bien l'exemple du fusil mitrailleur japonais, la type 11, c'est pareil, il a une pente exactement pareille, et c'était pas du tout un truc de parachutiste. La mitrailleuse DKRF, la DKRF Pullmet, DP, que nous on appelle en France DP28, que les Américains appellent DP27, mais qui devrait s'appeler tout court DP en fait. La DP a une poignée à la con. C'est pareil, la prise en main, l'arme est exceptionnelle à tirer, ça tire remarquablement bien, DP28, mais la prise en main est abominable, on se brise le poignet dessus. Et le FG42, alors c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis sur la poignée du Mauser 98, on reprend effectivement les canons de la poignée demi-pistolet des crosses de Mauser. Moi tout simplement, je pense que, alors je peux largement me tromper, je pense très simplement qu'ils ont pris la poignée un peu standard des Allemands, c'était un peu la poignée du P08, qui est déjà très pentée, et par contre qui s'accommode très bien de son exercice. Le P08, comme tu le disais, c'est une arme qui a été pensée pour le tir, comme tu le disais dans ta FAQ de fin d'année, c'est une arme qui a été pensée pour le tir, et on tire très bien avec. Et effectivement, je pense que simplement ils ont repris cette poignée du P08, qu'on retrouve un petit peu sur les MG34 et MG42, on a un peu cette poignée qui est quand même très pentée, et ils se sont dit on va la penter un petit peu plus pour faire en sorte que l'angle soit fuyant par rapport à des suspentes, parce qu'il faut bien comprendre qu'on saute non pas avec le canon vers le haut mais avec le canon vers le bas, et donc s'il y a quelque chose qui s'en mêle dessus, en fin de compte ça va permettre à quelque chose de glisser sur cette poignée. Je pense que l'idée ça a été ça fait partie des 17 points du cahier des charges, on va dire du cahier des charges préliminaire du FG42, il est spécifié non pas que la poignée doit être pentée, mais qu'il doit y avoir rien qui s'accroche, et on a aussi le bipied le bipied qui se rabat et en fait qui va englober l'arme et faire quelque chose de relativement lisse quand il est replié, le bipied, qui va aussi servir à ça, à présenter quelque chose de lisse sur l'arme pour éviter que ça s'accroche. Et à mon avis, cette poignée des types E, et même donc on retrouve en fait du type A au type E, sur les dessins du type A jusqu'au prototype des types C et D et E, voilà, je pense qu'elle sert à ça. Par contre, la réalité, c'est qu'elle est extrêmement inconfortable à tirer, et que après ils se sont probablement dit, c'est une idée à la con, et que ça servait à rien, et que donc il valait mieux remettre une poignée
plus apte au tir, et donc c'est pour ça que sur les types, dès le type F, vu que donc il y aura bien un type F entre le type E et le type G, dès le type F, on a une poignée qu'on va dire beaucoup plus standard en matière de poignée pistolet. Mais voilà, oui, donc c'est lié à ça, oui. Ouais. Mais tiens, d'ailleurs, une petite question comme ça, technique, c'est donc on dit que la moyenne de la cadence de tir du FG42, 900 coups par minute. Oui, je crois que ça annonçait à quelque chose comme ça. Pourquoi ça tire aussi vite? Et si il était, je sais pas si ça descendait à, admettons, 600 coups par minute, est-ce que du coup, ça serait pas plus viable et plus, Oui. ça le classerait Oui. plus en fusil mitrailleur finalement? Non. Non. Alors, oui, ça serait plus viable. Non, ça ne le classerait pas en fusil mitrailleur. Alors, pourquoi ça serait plus viable? On va être clair, j'ai essayé beaucoup d'armes et j'ai eu l'opportunité et la chance de te faire beaucoup de tirs en tir automatique. Clairement, plus la cadence de tir est lente sur une rafale, plus c'est maîtrisable. J'ai globalement pas de contre-exemple. De dire il y a une arme qui tire en rafale très rapidement, enfin si, il y a une spécificité, je vais en parler. Mais les 3 coups, j'imagine quoi. Enfin, alors, oui, les 3 coups, mais dans il y a un pas certain de trois. concept. En fait, c'est Bah le bon. 3 coups ou les 2 coups dans la N94 russe et dans le G11. Alors, le G11, je l'ai jamais. J'ai essayé aucune des deux armes, mais par contre, c'est ce qui est documenté par la littérature. Et j'ai rencontré des gens qui ont tiré à la N94 à une époque où il y avait des échanges avec l'armée russe. Maintenant, ça ne se fait plus, les échanges à l'armée russe, depuis la guerre en Ukraine, c'est terminé. Mais il y a eu des échanges, et donc il y a des personnes, des unités spécialisées françaises qui ont fait des échanges avec les Russes et qui ont pu tester du matériel russe là-bas. Pour la N94 et pour donc c'est une rafale de 2 coups, et pour le G11, c'est une rafale de 3 coups, on a la spécificité qu'on retrouve sur le FG42, mais pas de la même manière, c'est que les rafales limitées produisent un recul qui est le temps que l'ensemble carcasse canon recule dans la crosse, donc il y a un recul de cet ensemble dans la crosse, en fait les coups partent et le tireur n'a pas commencé à bouger, donc ça permet de vraiment augmenter le groupement. Sur le FG42 on n'a pas ça, très clairement on n'a pas du tout ça, parce que là il faut bien comprendre que pour arriver à ces fins, sur le G11 allemand, on monte à plus de 2000 coups, on est à 2100 ou à 2200 coups minute, et sur le et sur la N94, on est à 1800 coups minute, le temps le temps de la rafale de 2. Ah, voilà, donc pareil, ça c'est il y a un peu plus de détails dans mon article sur les réflexions sur le tir en rafale. Le FG42, sa cadence de 900, c'était dans le cahier des charges ou c'était voulu? Pas du tout. Non, je pense pas. Je pense que quand on conçoit une arme à feu, il y a un certain nombre de choses que l'on subit. Et en l'occurrence, par exemple, je pense que la MG42, la cadence de tir, elle est subie. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la MG42, la 1200 coups minute, c'était pour faire du tir anti-aérien, c'était recherché. Non, je crois que tout simplement la chose est subie. Je vais dire la chose pour les deux armes. Bien sûr, on pourra m'apporter la contradiction avec la preuve par A plus B, mais tout simplement, quand on fait un système avec emprunt de gaz, on a besoin d'une certaine quantité d'énergie pour générer un armement sans être propre à l'enrayage. Et donc, ça veut dire qu'on doit avoir une vitesse de cycle d'un certain niveau. Pour casser la vitesse de cycle, on peut recourir à des artifices, et dans les artifices que l'on peut employer, soit on augmente la distance de la course de l'ensemble mobile, typiquement ce qui est fait sur des armes comme l'Ultimax 100. L'Ultimax 100, pour tomber la cadence de tir, on a une course qui est démesurément longue. Pareil, il y a du tir sur ta chaîne. Exactement, il y a du tir sur ma chaîne, et le résultat est merveilleux, voilà, parce qu'en plus ça, non seulement vous allez tomber la cadence de tir parce que vous allez permettre un recul de l'ensemble mobile plus long, mais en plus de ça, vous allez donner de la durée de vie à l'arme parce que vous allez éviter l'amortissement brutal de l'ensemble mobile embuté en fin de course. Voilà, mais ça veut dire qu'il faut faire une arme longue. Et ça, c'est pas toujours possible. Voilà, donc ça, c'est le premier dispositif. Soit on va utiliser un ralentisseur de cadence. Ça va être le cas, par exemple, du pistolet, du pistolet vraiment automatique, du pistolet rafaleur Stetkin, où on a un ralentisseur de cadence. Ou, par exemple, du fusil mitrailleur 24-29, où on a un ralentisseur de cadence. Mais ça veut dire une complexification des systèmes mécaniques. Et on a aussi ça dans un Scorpion, par exemple. Dans le VZ61 Scorpion, il y a un ralentisseur de cadence dans la crosse. D'accord. Donc voilà, donc ça va être les deux dispositions qui vont permettre de ralentir la cadence. Mais, comme je disais, soit on augmente la dimension de l'arme, soit on complexifie l'arme par un ralentisseur de cadence. Donc c'est extrêmement compliqué. Et si après on essaye de travailler la cadence de tir sur l'impulsion de réarmement, on se rapproche toujours dangereusement du seuil de sous-cycle. Et donc qui dit sous-cycle dit
enrayage. Donc c'est le problème. Et donc là, Louis Stange, il était quand même prisonnier d'une chose, c'est qu'il était prisonnier du fait de faire une arme compacte. Parce que ça faisait partie, il fallait que l'arme ne dépasse pas les 1 mètre. Ça faisait partie, pareil, des 17 points du cahier des charges préliminaires de la conception du FG42. Donc si on veut avoir un canon de 50 cm avec parce que donc il y a un canon de 50 cm sur cette arme-là, si on veut avoir ça, tout simplement, on est obligé de faire une arme dont la mécanique est relativement courte. Et donc le choix qu'il a fait, c'est une mécanique courte. Il a une impulsion de réarmement qui est propre pour réarmer, c'est-à-dire on a beaucoup d'énergie pour réarmer en toutes circonstances. À toutes circonstances, ça veut dire en fonctionnement normal, avec une lubrification, parce que les armes ça suit, contrairement à ce que certains pensent, et ça ne suit le pack avec 4 gouttes dispensées aux 4 coins. Ça c'est du bullshit, c'est des gens qui veulent pas travailler qui font ça. Donc voilà. Et il faut que ça fonctionne avec un petit peu de corps étranger à l'intérieur, des corps étrangers d'origine endogène, c'est-à-dire est-ce que ça s'est encrassé par le tir ou pas, exogène, est-ce que ça a pris la boue, le sable, la neige, le froid. Il faut que ça fonctionne également par toutes conditions de température. Quand il fait très chaud, on a tendance à faciliter le cycle de fonctionnement d'une arme à feu. Quand il fait très chaud, je parle de température extérieure, je parle pas du canon. Le canon, c'est encore autre chose. Mais et ensuite, quand il fait très froid, là par contre, ça devient problématique parce que tout simplement, la vitesse de combustion de la poudre va changer et on va avoir des pressions à l'évent d'empreinte gaz qui va être différentes. Donc ça va changer les choses. Donc il faut bien concevoir que l'ensemble des caractères pour la conception d'une arme à feu, c'est des caractéristiques de la conception d'une arme à feu, c'est pas uniquement ça cycle au stand de tir. Non, ça cycle dans toutes les circonstances. On va dire raisonnable. Il y a un moment où ça devient déraisonnable. On va pas demander à un FG42 de fonctionner avec une poignée de gravier à l'intérieur. Si vous avez une poignée de gravier à l'intérieur du FG42, on va démonter, nettoyer l'arme. Et c'est aussi pour ça que l'arme, il faut que le démontage il soit relativement simple et rapide à faire sur le champ de bataille, ce qui est le cas du FG42. Objectivement, le FG42 se démonte assez facilement. Alors, vous avez quand même plein de pièces, vous avez quand même des pièces, mais vous vous retrouvez avec des gros sous-ensembles et c'est relativement facile à faire, y compris, je pense, dans des conditions de travail délicates. Parce que, toujours bien pareil, pensez bien, camarades ou citoyens, comme vous voulez, que tout simplement, quand vous démontez une arme à feu, il faut être capable de le faire avec les doigts dans un état, pas de gelure, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais par moins 5 degrés dehors, il faut être capable de le faire avec les doigts engourdis par le froid. Et des fois, on n'imagine pas qu'il y a des manipulations qui ne se font pas dans le froid. Là, le FG42, on sent que très clairement, c'est pensé pour toutes ces choses-là, et c'est vrai que de ce côté-là, c'est bien conçu. Voilà. Donc, du coup, pour la partie donc, conceptuelle, finalement, on se rend compte que l'étape avec les battle rifles des années 50-60, finalement, il n'y a pas de lien direct. Moi, je le vois pas. Et après, il y en a qui vont vous le dire. Ils vont vous le dire à travers les travaux donc sur les EM1 et EM2, qui sont les bullpups expérimentaux des Britanniques. Bon, moi je trouve ça un petit peu capillotracté. Après, on peut probablement panier que les mecs qui bossaient là-dessus chez Enfield, ils avaient vu des FG42, que ça avait été ramené. Voilà. Après, dire qu'il y a une influence directe sur le concept, non. Là, on est avec des. Enfin, moi je ne pense pas. On est sur des vrais, des vrais bullpups. On a une réflexion autour de la réduction de calibre, notamment avec je sais plus pour le M1, mais pour le M2 avec notamment le 280 Enfield qui est quand même un vrai calibre intermédiaire. Il faut sans doute préciser qu'il y a deux EM1, il y a le M1 de Trop et le M1 de Corsac. Et effectivement, le M1 de Corsac fait des emprunts substantiels au FG42 et c'est ce qui va faire qu'on va avoir tendance à mettre l'ensemble des trois fusils, le M1 de Corsac, le M1 de Trop et le M2 de Jensen dans le même bateau. Mais en fin de compte, à mon sens, c'est très capillotracté. Et c'est effectivement le cas pour le M1 de Corsac, mais ce n'est pas le cas pour les deux autres armes. Ce n'est pas le cas pour le M1 de Trop et ce n'est pas le cas pour le M2 de Jensen. Le M1 et le M2 anglais, bon... il y a certains qui amenaient le fait qu'il y avait un héritage ou une inspiration du FG42, mais qui lui-même, le FG42 est une inspiration d'une arme anglaise, le Lewis. Ouais, d'un point de vue mécanique, du point de vue Lewis. Donc ça tourne un peu en rond, quoi. Voilà. Et au niveau, ce que je disais, au niveau conceptuel, le M1, on va dire le M1 et le M2, c'est pas, on n'est pas dans les concepts du FG42. Hein, on est quand même sur quelque chose de différent. Donc non, c'est quand même assez différent. Alors une petite chose qu'il faut qu'on précise, c'est que le FG42 a une spécificité, c'est qu'il tire en coup par coup à culasse
culasse fermée, ce qui permet, on va dire, de minimiser le balourd au moment du tir, et donc de faire du tir en coup par coup précis, et il tire en culasse ouverte en automatique, ce qui permet d'interrompre le tir sur une chambre vide, et ce qui permet de se mettre à l'abri des problèmes d'auto-inflammation, ce qu'on appelle en anglais des cook-off. Parce que tout simplement, quand on tire en rafale avec une arme, l'arme monte en température, et si on met, après, dans un canon très chaud, une munition dans la chambre, tout simplement, il va y avoir une inflammation, il va y avoir une mise à feu de la munition par inertie technique du canon. Donc, la plupart des fusils mitrailleurs et des mitrailleuses, pour ne pas dire la quasi-totalité, tirent à culasse ouverte. Il y a des exceptions, la Browning M2, la mitrailleuse, tire à culasse fermée, voilà, mais c'est... voilà, donc il y a... mais le tir à culasse ouverte, voilà. Donc il y a cette exception là, et je crois pas que ce soit, de mémoire, ce n'est pas le cas pour le M1. Le M1 ou le M2, on retrouve pas cette conception là. Du coup, d'ailleurs, cette culasse là, ce système là de culasse ouverte et fermée, ça me fait penser à une autre arme dont on n'a pas parlé, mais on va en parler juste après. Mais avant, j'aimerais finir un peu sur l'héritage et du coup la partie mécanique d'une arme américaine. Ouais, qui est le M60. Très connue. Voilà. Du Vietnam. Ouais. La M60 quoi. Ouais, tout à fait. Alors quel est le lien entre le FG42 et la M60 quoi? Alors, comment ça s'appelle le raccourci, c'est ce qu'on lit souvent, c'est que le M60, c'est une FG42 qui a rencontré une MG42. C'est-à-dire, on a le système moteur avec un piston attelé à culasse rotative du FG42, et on a le système d'alimentation, donc avec la traction de bande qui est générée par un couloir d'alimentation qui est très inspiré de la MG42. Dans l'absolu, c'est pas faux. Parce que, oui, effectivement, les éléments mécaniques sont extrêmement proches. Maintenant, j'en reviens à ce que je disais, est-ce que l'héritage du piston attelé à verrouillage rotatif à deux tonneaux en tête qu'on connaît sur le FG42 qui vient du Lewis, ça vient de la FG42, est-ce que ça vient du Lewis? Voilà, par contre, sur la MG42, ce qui est indéniable, c'est que le système d'alimentation, c'est clairement le système d'alimentation de la MG42 qui est lui-même, on va dire, une évolution de celui de la MG34. Donc voilà, donc oui, c'est un petit peu vrai. Après, il ne faut pas perdre de vue aussi qu'est-ce que c'est qu'une arme à feu. C'est aussi la manière dont elle est fabriquée. Et c'est aussi le concept qu'il y a derrière. Et là, très clairement, même s'il y a des prototypes dans l'immédiat après-guerre du T-44, donc, qui est globalement un FG-42 modifié avec l'alimentation d'une MG-42, ça n'en fait pas une M60 parce que sur la fabrication... Oui, c'est l'ouverture est sur le côté, c'est ça? Oui, exactement, Enfin, sur le côté gauche. Ouais, l'ouverture est sur le côté gauche. Effectivement, tu mettras la photo. Voilà, l'ouverture est sur le côté gauche. Mais ça a vraiment existé, ça? Ben, à l'étape, à l'échelle de démonstrateur technologique. Ah oui, et comme c'est évoqué dans l'article que je publie en parallèle de la publication de cette vidéo, si on doit considérer tous les démonstrateurs technologiques comme des sources d'inspiration pour des armes qui ont fait date, c'est-à-dire une arme qui a été effectivement achetée, équipée et dotée et qui a inspiré d'autres armes, ben dans ce cas-là, il y a des inspirations dans tous les sens. Alors tu parlais de la M60 et de la fabrication. Voilà, alors exactement, parce que du coup, il faut bien considérer l'arme sur ce qu'elle est dans son intégralité et pas uniquement sur des petits points. Oui, bien sûr, il y a un point similaire entre le FG42 et le M60, c'est le système moteur, donc le couple piston attelé, verrouillage rotatif à deux tonneaux en tête, qui est effectivement très ressemblant, il y a pas photo, et c'est sûr qu'il y a l'inspiration à minima de la Lewis, voire peut-être de la FG42, mais je vois pas pourquoi ils auraient attendu la FG42 pour ça. Mais non, la manière dont c'est fabriqué, l'arme est très différente. Voilà, la M60, d'ailleurs la M60 est un outil très intéressant qui visiblement était mal fabriqué, parce que a priori les soucis qu'ils ont eu, parce qu'ils ont eu pendant très longtemps des soucis avec la M60, c'est des problèmes de fabrication, enfin visiblement c'est plus lié à des problèmes de fabrication qu'à des concepts de conception pure et dure. Mais voilà, parce que la M60, on va dire, c'est pas quand on regarde comment c'est conçu, c'est relativement intelligemment conçu. Après, il y a quand même beaucoup de petites pièces à l'intérieur. Quand on compare ça à un fusil mitrailleur Kalachnikov, à un FMPK, c'est quand même un peu plus compliqué, mais le truc est pas complètement idiot. Et voilà, donc c'est pour ça, dire la M60 est une copie de la FG42 ou c'est inspiré de la FG42, moi je trouve que c'est un raccourci qui est un petit peu grossier. C'est comme dire pareil que ça serait une copie de la MG42 sous prétexte qu'il y aurait le couloir d'alimentation de la MG42. Non,
on en revient toujours au même. Le travail d'un concepteur d'armes à feu, c'est de s'inspirer de ce qui existe et éventuellement d'inventer des choses qui n'existent pas et qui répondent à un besoin pour concevoir une arme qui répond à un cahier des charges. Et là, le rôle, tout à l'heure, on évoquait qu'on avait un doute entre le fait que ça soit un fusil mitrailleur, enfin que tu avais un doute, toi tu le classerais fusil mitrailleur et que moi j'aurais tendance à classer ça donc en arme individuelle, pour moi c'est un fusil de guerre, le FG42. La M60, la question se pose pas. C'est une arme, c'est un fusil mitrailleur, c'est une arme d'appui et c'est une arme collective. C'est pas, y a aucun doute. Ah oui, il y a aucun doute. Bon, ça dépend qui la porte. Regarde Rambo. Ouais, Rambo ou Animal Mother, c'est comment il s'appelle dans Full Metal Jacket. Ouais, parce qu'en anglais c'est Animal Mother et après je sais plus comment c'est en version française. Brute épaisse. Ouais, je crois que c'est j'allais dire la brute ou brute épaisse. Mais bon, donc c'est voilà. Tu vois, il est capable quand même. Ouais, tout à fait. Bah j'ai essayé. Merci Hollywood. Voilà, merci Hollywood. Non mais si, il y a des gens qui y arrivent très très bien. Je doute pas quand je vois ou Schwarzy dans Commando, il a ça aussi dans la scène de fin. Ah ouais, alors Commando. On dérive un peu, mais bon. Ouais, tout à fait, mais bon, c'est ça qui est bon. C'était pour la blague. Exactement. Mais ouais, non, j'en doute pas. Voilà, de même que est-ce que ces armes-là sont tirables en mouvement, la M60 oui, probablement avec cadre utensiles, ça c'est autre chose. Mais bon, mais donc voilà, ouais, donc là c'est pareil, je trouve que dire que la FG42, l'héritage c'est le M60, je trouve que c'est un petit peu fort de café parce que on a quand même des inspirations mécaniques qui sont un peu diverses, productiques, c'est-à-dire sur les moyens dont ça a été produit qui n'ont strictement rien à voir, et même sur le concept qui sont pas du tout là. Et donc on en revient là. Et attends, c'est juste une réflexion que j'ai comme ça là, je me dis mais en fait, je me demande si ce genre de choses qui est répétée depuis des décennies, c'est pas juste une histoire des gars, tu vois, des vétérans qui ont connu la MG42 et peut-être connu le FG42, qui ont, tu vois, le fait est que aujourd'hui tout le monde dit, waouh, les armes allemandes, c'était le top du top. Ouais. Et quand tu dis que ton arme, pour prendre le M60, elle est tirée de ce qui était le top du top de l'époque, c'est beaucoup plus noble, tu vois, dans l'héritage, je dirais, plutôt que de dire, ouais, c'était... Je sais pas s'il y a dans l'inconscient tu vois, de ce qui est répété, des collectionneurs... Je pense pas. Moi, je pense, si tu veux, que c'est la déformation de propos qui ont été faits par certains analystes. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a connu le FG42, qui a connu la M60, et qui a dit « Ah, regardez, il y a ça vient de la M60. » Et que le mec, tout simplement, derrière, a dit « Ah, ben, c'est le M60, c'est un FG42. » Et je pense que c'est des raccourcis, et je vois souvent beaucoup de raccourcis. C'est d'ailleurs pour ça que j'essaye d'être extrêmement nuancé dans mon propos, ce qui, malheureusement, nous fait prendre beaucoup de temps. Je m'en excuse, camarade. Mais effectivement, c'est la prise de raccourci qui, à mon avis, tue la pensée en la matière. Et donc je pense que c'est ça, parce qu'après, les Américains, le fait que... Ils sont très amoureux du fait d'avoir des armes de conception purement indigènes. Quand on regarde leur patriotisme, ils sont très attachés. Ils vivent très mal quand ils adoptent le Beretta 92FS en tant que M9. Voilà, il y a quand même tout un tas de choses comme ça. Ils aiment bien que ça soit non seulement made in America, mais think in America. Penser en Amérique. Donc voilà, et... Ce qui est un paradoxe parce que en fait en armement petit calibre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils brillent pas tellement par leur innovation. Voilà, ils ont vraiment souvent besoin du renfort d'extérieur pour inventer des choses intéressantes. Ouais. Mais alors il y a quand même un truc intéressant. Je pense que sur la M60 on a balayé la chose. Il y a quand même un truc intéressant avec le FG42, c'est du côté de la Suisse. Oui. Puisque la Waffenfabrik de Berne a conçu une série de prototypes dans les années 50, de 50 à 54, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau au FG42. Mais en calibre intermédiaire ou en calibre intermédiaire, alors ils ont fait différents tests de calibre, je les ai pas, j'ai pas tous les modèles parce que franchement il y a peut-être 5 ou 6 modèles différents. C'est assez intéressant, mais effectivement, et le truc qui est assez drôle, c'est que le chargeur ressemble beaucoup au chargeur du STG-44. C'est pas du tout un chargeur droit, c'est un chargeur courbe. Oui. Et vraiment, j'en ai eu un, j'ai eu la chance d'en avoir en main, et c'est vraiment comme deux gouttes d'eau, quoi.
Ouais. Bon, sachant que la courbure du chargeur est liée à la comment ça s'appelle, à la conicité de l'étui. Hein. Donc, vous avez un chargeur courbe parce que vous avez un étui conique. Voilà. Et que la conicité de l'étui, c'est un choix qui permet de faciliter à la fois la phase d'alimentation et les phases d'extraction, mais par contre qui se fait au détriment de la capacité en poudre de l'étui par rapport à sa hauteur. Plus on fait des étuis droits, plus on favorise le fait d'avoir de la poudre dans peu de hauteur. C'est ça l'idée. Mais donc, en tout cas, de la forme, le bipied, le cache-flamme, ah oui, la hausse. Tu mettras la photo, j'imagine. Ouais, donc, je mettrai la photo. Voilà. Donc, non, mais c'est certain. Mais après, c'est toujours pareil. On en revient à ce que je disais, c'est que l'arme, on va dire, elle ait été connue et qu'il y ait des gens qui aient travaillé sur la chose, c'est une évidence. On peut pas le nier. Et c'est pas le but ici. C'est est-ce qu'elle a fait date sur le fait que est-ce qu'il y a des armées qui ont repris le concept et après la mécanique. J'ai envie de dire la mécanique, c'est presque secondaire. C'est presque plus le concept qui est intéressant que la mécanique. La mécanique, on peut toujours la substituer par quelque chose. On va dire la mécanique, c'est un moyen d'arriver à une fin. C'est pas la fin en soi. La fin, c'est le concept. Et le concept, oui, que le concept ait été travaillé, pourquoi pas. Mais on voit bien que quand les Suisses prennent cette arme-là, mais la font en calibre intermédiaire, ils ont déjà abandonné une partie du concept. Ils sont déjà ce que tu veux dire. Voilà, ils ont déjà abandonné une partie du concept. Et après qu'elle ait inspiré, je suis convaincu que, effectivement, les Suisses l'ont eu. Je suis convaincu que les Russes l'ont eu, le FG42 en main, c'est une évidence. Et c'est sûr et certain que, comment il s'appelle, que Eugène Stoner l'a eu en main. C'est sûr et certain. Mais juste pour terminer sur le Suisse, de toute façon, il n'a pas... c'est le SIG 510. Ouais, Sturmgewehr 57. Sturmgewehr 57, ouais. Qui a gagné les tests. Alors, a priori, c'est même pas le fait que l'arme soit meilleure ou quoi, c'est plus un aspect politique que l'arme coûtait moins cher. Justement... Après, voilà, j'ai pas encore creusé à fond le sujet, mais... Alors, je connais pas les détails de conception de la comment ça s'appelle, mais j'ai l'oreillette qui tombe. Je connais pas les détails de conception et de fabrication on va dire, de l'arme suisse dont tu parles, qui s'appelle... c'est quand même la fabrique de Berne, donc c'est quand même j'allais dire l'usine, l'arsenal officiel. Oui. Et ils ont quand même pris celui de SIG, qui est une société privée, finalement. Ouais. Oui, tout à fait, mais on va dire, je crois que nos amis suisses sont d'un très grand pragmatisme et que, entre guillemets, je crois qu'ils s'en fichent. Eux, c'est pareil, ce qui les intéresse, c'est les moyens. Parce qu'avec les Schmidt-Rubin, tu vois, toute la série de fusils avant jusqu'au K31, c'était pas si évident que ça, en fait, qu'ils voulaient quand même privilégier Ouais, mais la question de l'utilisation de la tôle emboutie se posait peut-être pas. Et c'est pour ça que je pose la question de comment c'est fabriqué. Parce que le Sturmgewehr 57 est fabuleux à plus d'un titre. Voilà, bon, après, moi je pense que le concept de Battle Rifle, c'est un acte manqué. C'est-à-dire, au moment où les pays occidentaux ont adopté le Battle Rifle, il fallait adopter le fusil d'assaut en calibre intermédiaire de première génération. Pour moi, c'est un acte manqué. C'est vraiment, on s'est trompé de direction à ce moment-là. Mais voilà, et le SIG, le Sturm 57, il est fabuleux, et notamment parce qu'il y a l'utilisation de la tôle emboutie et qui est extrêmement bien faite. Honnêtement, il était en usiné, et c'est ce qui fait que le coût était abominable. Trop élevé, quoi. Abominable, et surtout quand vous voulez faire comme en Suisse une armée de conscription et que ça vous force quasiment à avoir un fusil par soldat, ça vous fait produire des quantités astronomiques de pétards, et donc du coup effectivement je crois que le STG c'est genre 700 000 ou 800 000 exemplaires quand même, hein. Pour la taille de la Suisse, quoi, c'est énorme. C'est énorme. Je suis pas convaincu qu'on ait fabriqué autant de FAMAS. Je veux pas vous dire de bêtises. J'ai eu les chiffres en tête, mais alors là c'est pareil, je me méfie énormément en vieillissant de ma tête. Je sais pas pourquoi j'ai comment ça s'appelle, ça là qui arrête pas de dégager. C'est pénible. Je crois que les FAMAS on en a fait 300 000, un truc comme ça. Donc il faut bien comprendre qu'ils en ont fait plus que nous. Et effectivement, voilà. Et toujours bien penser qu'il y a la dotation initiale, mais qu'en cas de guerre, il faut être capable de recompléter les stocks qui ont été détruits. Donc il faut être capable de redémarrer une production au débeauté et produire à pas cher et rapidement. Et le Sturm 57, il est fabuleux pour ça. De toute manière, le Sturm 57 est fabuleux. Moi, honnêtement, à part, comme je disais, le fait que c'est
ça rentre globalement dans le concept de Battle Rifle, et on pourrait effectivement questionner l'influence du FG42, ne serait-ce qu'à travers les organes de visée. Les organes de visée du FG42 et du Sturmgewehr 57, on retrouve ces organes. Ils sont rabattables sur le Sturm 57, si j'ai pas de bêtises. Et ils sont rabattables. Ouais. Voilà, c'est évident qu'il y a, mais comme je disais, ces épiphénomènes. On n'a pas, avec le Sturm 57, on n'a pas une arme qui est pensée comme étant une arme de parachutiste qui reprend. Voilà, c'est quand même plutôt une arme qui est une arme de montagnard qui est fait pour tirer loin. Voilà, c'est pas tellement, l'arme n'a pas été vraiment conçue pour faire des engagements de près, c'est quand même très encombrant, c'est quand même plutôt lourd. Voilà, donc on est quand même, voilà. Après qu'il y ait une influence, c'est certain, mais on va dire que alors, est-ce que c'est l'héritier conceptuel du FG42 ? Peut-être, mais pour moi, ça s'éloigne déjà suffisamment. Ça s'éloigne déjà suffisamment pour qu'on puisse dire non, ça n'est pas. C'est un battle rifle avec des conceptions différentes. Et voilà. Après que ça a eu une incidence, oui, clairement. Et d'ailleurs, ça me fait penser parce que le STG 57, il fait donc fusil d'infanterie, enfin fer large. Il remplace, je veux dire, le fusil d'infanterie, le pistolet mitrailleur, le fusil mitrailleur. Il fait lance-grenade, il fait tireur d'élite. Enfin, il y a une lunette dessus. Ouais, comme le FG42. Et voilà, le FG42, on n'en a pas parlé, mais c'est la ZF4 ou 41, je sais plus. Alors, il y en a eu deux en fait. Il y a eu je veux pas dire de bêtises, la première s'appelle ZFE42 ou ZF42. Et après, celle du type G, c'est une ZF4. Ce qui est rationnel, c'est-à-dire ils ont repris la lunette qu'ils utilisaient déjà pour le G43. Voilà, mais il y a eu deux modèles de lunettes qui ont existé, voilà. Et alors c'est toute une question qu'on s'est posée. Moi j'ai pas eu la réponse en lisant le bouquin Death from Above. La question est de savoir, est-ce que toutes les armes ont été dotées d'une lunette ou est-ce que quelques armes seulement ont été dotées d'une lunette. Quand tu lis Death from Above, tu as l'impression à un moment donné que toutes les armes ont eu leur lunette, ce qui est assez ouais, alors pareil, ils sautent pas avec. Ils sautent, la lunette, elle est dans une caisse à côté, enfin dans un étui à côté, mais c'est l'impression que ça finit par donner, c'est que toutes les armes étaient potentiellement dotées de leur lunette. Et d'ailleurs, sur les photos de l'opération du Grand Sasso, quand ils vont délivrer Mussolini, il y a les lunettes sur les armes. Le FG42, effectivement, on peut se poser la question s'ils a été dotés tous avec des lunettes, et c'est pour ça que je disais, oui, est-ce qu'il y a une inspiration ? Oui, c'est évident. Est-ce qu'on est sur l'héritage conceptuel pur et dur ? Je suis pas sûr, très sincèrement, je ne suis pas sûr. Mais bon, on peut se poser la question. Et clairement, c'est vrai que moi, quand je regarde dans les armes qui ont été dotées, c'est-à-dire qui ont été validées et équipées dans une armée, celle qui me fait le plus penser à un FG42, oui, très clairement, c'est le Sturmgewehr 57. Mais pour moi, il y a suffisamment de différence pour qu'on dise qu'on n'est pas, on va dire, dans un héritage conceptuel. Et au niveau mécanique, à part ce qu'on évoquait pour les organes de visée, de mémoire, le cache-flamme n'a strictement rien à voir. C'est un cache-flamme sur le Sturmgewehr 57. C'est pas un frein de bouche. J'ai un énorme doute là, tout à coup, mais hop, un petit coup de Google vite fait. Ouais. Oui, c'est un cache-flamme, ouais. Voilà. Et parce que à chaque fois, moi, j'ai le doute, tu sais, par rapport j'ai toujours le doute par rapport au MQLU, au ZFK 55. Parce que voilà, mais effectivement, là, c'est un cache-flamme. Et comme tu le disais, c'est le cache-flamme qui permet de faire tromblon lance-grenade. Voilà, donc c'est... oui, pour moi, on a des pensées qui sont assez différentes. J'ai pas eu encore le privilège de tirer avec le Sturmgewehr 57 en rafale. C'est quelque chose que je travaille, d'essayer de pouvoir le faire. Je doute qu'on ait les mêmes capacités en rafale. J'ai vu quelques vidéos, je doute qu'on ait les mêmes capacités de tir en rafale qu'un FG42. Le FG42, c'est quand même remarquable, la rafale, le comportement de la rafale est quand même remarquable par rapport aux autres battle rifles. Et bah visiblement, le STG 57, en fait, il a l'avantage que le bipied, tu peux le déplacer vers l'avant. Tout à fait. Et que ça devient beaucoup plus stable pour le tir en full. Et d'ailleurs, c'est absolument vrai dans une utilisation fusil-mitrailleur uniquement, c'est-à-dire dans une utilisation depuis le sol et donc pour engager loin. Voilà. Parce que, comme je disais, il faut bien comprendre que le fusil mitrailleur, ça sert à porter le tir en rafale plutôt loin. Tirer au fusil mitrailleur à 100 mètres, je dirais pas que ça n'a pas de sens. Bien sûr que ça a du sens et que ça se fait, mais techniquement parlant, quand on utilise un fusil mitrailleur avec une cartouche qui est quand même conséquence, là on parle de 7,5 par 55 suisse. Dans le cas des Allemands, on parle du 7,92 par 57. Chez les Russes, on parle du 7,62 54R, pardon. Et chez les forces de l'OTAN, on parle du 7,62 51. Donc on parle quand même de porter le feu loin avec des rafales qui sont groupées.
et les rafales sont groupées. Pareil, il y a une vidéo de tir au FMPK sur ma chaîne, à la traçante, où on voit du tir jusqu'à 900 et à 1000 mètres au fusil mitrailleur PK. Les tirs sont groupés, hein. Il ne faut pas se dire que que ça asperge complètement. Non, à l'échelle d'un individu, et encore plus à l'échelle d'un groupe de combattants ou d'un véhicule, non, on a une vraie capacité à atteindre vraiment avec des bonnes probabilités d'atteinte. Tu n'es pas en train de faire du point sur une cible en papier, le but c'est de toucher un groupe. Voilà, c'est de toucher un groupe, de toucher un individu, de toucher un véhicule, donc voilà, et là c'est pas ridicule. Je doute qu'on arrive à faire ça loin avec un Sturmgewehr 57, mais par contre, c'est un doute, c'est pas une affirmation, et je l'ai pas vérifié, mais le jour où j'aurai l'opportunité de faire, et je travaille en ce sens-là, je le ferai, et on verra. Pareil pour le Sturmgewehr 57, je doute très sincèrement, le Sturmgewehr 57, le FG42, pardon, je doute très sincèrement qu'un FG42, on arrive à porter le feu automatique loin avec précision. Pour moi, à mon avis, l'arme est un petit peu trop légère, on a quand même, on va dire, un mouvement, un tresseau, mais c'est quand même remarquable par rapport... Je l'ai fait avec un FAL, je l'ai fait avec un G3, FAL, G3, la seule fois où on a réussi à faire de la rafale propre au FAL à distance, et là vous allez rigoler, c'est avec 2 tireurs, c'est-à-dire un tireur qui tirait l'arme et un tireur qui tenait les 2 branches du bipied, pour pas que ça bouge. Ça vous donne une idée de commencer. Donc voilà, et effectivement, tu as raison, là où il y a une réflexion intéressante, c'est FG42 type E, on a un bipied en position médiane, qui est là pour favoriser le tir en coup par coup et le fait de suivre des cibles mobiles. Un bipied en position médiane, ça sert à ça. Il pivote sur de droite à gauche. Alors, il pivote par son élasticité, en fait. Ah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une rotule. Il n'y a pas une rotule, mais on arrive à faire du suivi parce que le montage est suffisamment souple. Par contre, dès qu'on tire en rafale ou dès qu'on fait un peu de tir soutenu, le bipied, l'arme, a tendance à s'emporter un peu vers l'arrière et on a tendance à se refermer. Et sur les types F et les types G, ils ont rabattu le bipied vers l'avant, ce qui permet effectivement d'être beaucoup plus stable dans le travail du tir automatique quand on voit loin. Mais bon... on va dire, c'est ménagerie, la chèvre et le chou, et c'est bon ni à l'un ni à l'autre. Donc c'est, voilà. Et là, on sent bien qu'avec les Suisses, ils ont affiné le concept en permettant d'avoir les 2 possibilités sur la même arme. Donc ça, c'est quand même, voilà. Et c'est pour ça, oui, quelque part, comment ça s'appelle, le FG42 a sans doute constitué un démonstrateur technologique pour le Sturmgewehr 57. Probablement. Mais par contre, est-ce qu'ils l'ont repris, le concept ex nihilo, et ils se sont... pas ex nihilo, in extenso, pardon, et qu'ils ont décidé, on va produire ça? Non, à mon avis, ça fait partie de leur réflexion, mais ils ne l'ont pas reproduit. Par contre, le concept, on en reviendra donc en deuxième partie, le concept de Sturmgewehr 44, lui, il fera date parce qu'il sera repris dans son concept complet. Voilà, là-dessus, c'est certain. Ouais. Oui, je pense qu'on fera une deuxième partie. Et alors, je pense qu'on va arriver un peu sur la fin, mais il nous reste une dernière arme à parler. Et là c'est extrêmement intéressant parce que en fait avant qu'on prépare cette vidéo, ce podcast, ça m'avait pas fait tilt plus que ça, étrangement, mais une arme américaine, je vais laisser le suspense un petit peu, une arme américaine qui ressemble au FG42, 2 concepteurs dans 2 pays différents qui ont conçu la même arme, des idées très similaires. Voilà, quelque chose de très similaire au même moment, c'est quand même assez fou. Là, clairement, il n'y a pas de copie, c'est 2 personnes qui ont, on va dire, répondu à un besoin côté allemand. Oui, il y avait un cahier des charges, etc. Bon, là, côté américain, je ne sais pas. Je pense pas qu'il y avait un vrai besoin. C'est une démarche, je crois que c'est une démarche privée. Ouais. Oui. Voilà, parce que j'ai fait la vidéo sur le Johnson, le fusil. Oui, je viens de spoiler du coup. On va parler du fusil mitrailleur de Johnson. Je faisais un effort pour pas le dire. Ouais, j'ai vu ça. Parce que tout à l'heure, j'ai spoilé comme un cochon, mais là, j'ai... Donc effectivement, voilà, je mets 2 photos. Un côté, le FM Johnson. Je crois que c'est 44, le premier. Non, je crois que l'année modèle c'est 1941 comme le comme le fusil semi-automatique. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait 2 en même temps. Oui, exact. LMG. Tout à fait. Oui. En fait, c'est une deuxième version. Il y a une deuxième version de 44 qui est plus tard, mais qui ressemble, je crois, au Dror après. Alors, c'est le Dror qui très clairement est une pompe. Le Dror en 303 British. D'ailleurs,
c'est intéressant parce que le drawer aussi, on peut se poser la question de l'inspiration de FG42, sauf qu'en fait, le drawer, c'est l'inspiration du Johnson. Et ça, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Et en plus, le drawer, il est en 8,57. Il y a eu les deux. Il y a eu deux calibres. Il y a eu 303 British Ouais. pour la première version. Et enfin, je ne saurais pas dire si c'est première et seconde version ou si c'est deux modèles concomitants, mais il y a un modèle de 303 British et un modèle en 8,57. Ouais. Donc, je pense qu'il y a zéro chance que Stange ait eu un FM Johnson, comme je pense qu'il y a zéro chance que Johnson ait eu un FG42 entre les mains. Oui. Mais ils ont conçu une arme qui se ressemble énormément. Ben ouais, et puis mais en fin de compte, ils se sont mis à peu près le même cahier des charges, je pense tout simplement. Alors, Louis Stange, on lui a donné, et Johnson, je pense qu'il se l'est mis tout seul. Et je pense que c'est un cahier des charges qui tout simplement correspond à quelque chose, c'est Zeitgeist, c'est l'air du temps. Et c'est tout simplement le fait que le besoin était le même de part et d'autre, c'est-à-dire de trouver une arme. Alors, pour moi, la grosse différence entre un FM Johnson et un FG42, c'est que je pense pas que le FM Johnson ait été conçu comme une arme individuelle. Je pense que quand Melvin Johnson a conçu les deux armes, le FG42, le LMG 1941 et le fusil Johnson 1941, je pense qu'il a conçu le tout comme un système d'armes. C'est-à-dire, il s'est dit, le soldat d'infanterie aura la version fusil, qui fonctionne avec le coup recul du canon, et il y a des similitudes avec l'autre, et comment s'appelle, le gars qui fera le tir d'appui aura le LMG 1941. Donc à mon avis c'est une arme collective, le Light Machine Gun 1941. J'y repense en fait, mais l'idée, si je dis pas de bêtises, pour avoir un peu, lu le bouquin quand même sur le Johnson, c'est qu'en fait il voulait, il y avait la concurrence avec le Garand effectivement pour son fusil. Mais ce qu'il voulait, c'était offrir un FM plus léger que le bar. Oui, tout pour à fait. les parachutistes chez les Marines. Qui était une unité tout à fait nouvelle. Les Marines, c'est des marins. Mais tout à fait, mais on le sent que et ce qui est très surprenant, alors les similitudes entre le FM Johnson et le FG42, évidemment, c'est le chargeur sur le côté, avec quelque chose qui est quand même très archaïque sur le Johnson, parce que le Johnson, il a un chargeur qui est alimenté sur une simple pile, donc il n'y a pas les cartouches qui sont présentées en quinconce, donc ça fait un chargeur à rallonge, et là où aussi on sent qu'il n'y a pas l'inspiration ni d'un côté de l'autre, c'est que Louis Stange, lui, il a mis le chargeur au niveau de la poignée, alors que sur le Johnson, il est devant, donc l'arme est déjà beaucoup plus longue, en fin de compte, à cause de ça. Et mais là où on a une autre énorme similitude, c'est que le fusil mitrailleur Johnson tire en coup par coup en culasse fermée et à culasse ouverte en tir automatique. Et c'est vrai qu'on retrouve ça sur les deux armes. On a l'organisation avec le chargeur sur le côté. On a une arme qui est délibérément légère, mais le FM Johnson est un petit peu plus lourd que le FG42. Ouais. Et c'est vrai que les deux armes sont étrangement similaires, surtout quand on les regarde de loin. Après, quand on se penche un peu plus sur les détails de conception, il y a des très grosses différences. Mais on sent bien qu'elles répondent à un besoin qui est similaire. Et voilà. C'est quand même une arme de para à la base. Je savais que ça avait été utilisé par les Marines, je savais pas que ça avait été, parce que de toute manière, Johnson, c'était son cœur de cible, les Marines, parce que je pense qu'il avait ses entrées auprès du Marine Corps. Ah oui, carrément. Voilà, mais je savais pas que c'était spécifiquement développé pour les parachutistes. Si, après, ça a été... alors visiblement, la France, on a utilisé en 44-45, l'armée, les forces françaises libres, en ont eu. Peut-être genre 1000 ou 2000 exemplaires, je sais pas, un truc. De toute façon, faut comprendre que les Marines ne pouvaient utiliser normalement que des armes que l'armée, donc l'armée, on va dire l'armée de terre, avait dans leur liste. Et le fusil, comme le FM, n'en faisait pas partie. Il y a eu quand même des quantités, mais c'est très faible, qui ont été utilisées. Je veux pas dire de bêtises, c'est cette décision de faire en sorte que les Marines utilisent le même matériel que le matériel validé de l'armée, c'est une décision qui est apparue au cours de la guerre, si je dis pas de bêtises. Ah ouais ? Oui, c'est ce qui explique que pendant un temps, ils ont eu les fusils Johnson, ils ont eu le PM Rising aussi, qui sont des matériels qui n'ont jamais été adoptés par l'armée. Et il me semble que par rationalisation productique, à un moment donné, au moment de la guerre, mais ça pareil, on demandera à être fact-checké par la communauté, comme on dit sur les trucs. S'il y a des gens qui nous écoutent encore. Voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent encore et qui n'ont pas pris leurs jambes à leur cou en se disant que c'est quoi ces deux tarés. Et donc voilà, mais...
Ouais, il me semble que c'est une décision qui est prise au cours de la guerre parce qu'au début, les Marines avaient tendance à avoir des filières d'approvisionnement différentes, mais sauf que on en revient à la question de la logistique qui est une question fondamentale pour le déroulement d'une guerre. La logistique, c'est un des nerfs de la guerre. Il y a des gens qui disent c'est le pognon. Oui, mais le pognon, c'est bien, mais si on n'a pas de quoi acheminer sur un champ de bataille tout ce qui est nécessaire pour la continuité des opérations, ben la guerre s'arrête aussi. Donc c'est bien d'avoir de l'argent, mais il faut avoir tout ce qui va avec l'argent, c'est la logistique. Donc voilà, donc c'est effectivement très important. Mais c'est vrai que, oui, effectivement, c'est troublant, et c'est pareil, je pense que là aussi, on voit une chose, c'est que le FM Johnson, Melvin Johnson était, je pense, fait partie de ces concepteurs d'armes qui étaient intelligents, créatifs, peut-être un peu visionnaires, mais à mon sens, sans doute un peu décalés. Et voilà, mais on voit que il a proposé quelque chose, mais est-ce que ça a eu une suite dans le truc ? Non. Et pour moi, c'est exactement pareil avec le FG42. Ce qui a eu une suite, pour moi, c'est le Garand avec le M14 et le comment ça s'appelle et qui est un Garand à chargeur, le M14. Ce qui a eu une suite, c'est le Sturmgewehr 44. Mais on en reparlera en plus en détail, et pas que sur la forme d'armes en calibre intermédiaire, parce que ça va influencer également le FAL, par exemple, le Sturm, clairement. Voilà, même si, voilà, ce qui va avoir de la suite, c'est le MAS 40, qui certes est à l'état de prototype, mais c'est un état de prototype très avancé au début de la Seconde Guerre mondiale. Le MAS 40, c'est très... voilà, le MAS 40, on n'est pas loin d'avoir commencé la Seconde Guerre mondiale avec le MAS 40. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on aura très vite le 49 et le 49-56 après. Voilà, c'est toutes ces armes-là. On aura déjà le 44 dès la libération, oui, en fait. absolument, on aura le 44, et c'est parce que le MAS 40, comme je disais, était quasiment en phase d'adoption. Là, pour le coup, on est sur des recherches qui étaient très avancées. C'est le SVT 40 qui va... voilà, c'est toute cette famille-là d'armes qui va influencer, et le G43, parce qu'on peut tout à fait mettre le G43 là-dedans, qui va influencer la catégorie de ce qui va devenir le Battle Rifle dans ses grandes lignes. Voilà. Ouais. Donc, bah oui, effectivement, deux armes. Pourtant, en plus, Johnson, il est quand même dans un pays, le pays victorieux. Donc, au niveau industrie, il pouvait très bien, je veux dire, tu vois, c'est pas l'Allemagne, ça s'est terminé, le FG42, voilà. C'était terminé. Là, le Johnson aurait pu potentiellement trouver des contacts partout à l'international pour vendre, mais ça n'a pas abouti, quoi. Le Dror. Le Dror, ouais. Je crois que l'exception notable, c'est le Dror. Et alors c'est pareil, en quelle quantité Ouais, c'est pas énorme. Ouais. Et là, c'est toujours pareil, il faut bien garder à l'esprit que la vente d'armes à feu, très souvent, les gens focalisent sur le meilleur fusil, etc. et compagnie. C'est bien souvent des opportunités économiques et politiques avant toute chose. C'est-à-dire, on a beaucoup de pays qui vont aller acheter. Par exemple, je vais prendre une anecdote, c'est l'histoire de l'AK-101. Quand l'URSS est tombée, les soviétiques, ils se sont dit, on rentre sur le marché mondial de l'économie, de marché, on va vendre ce qu'on sait faire et qu'est-ce qu'on sait faire ? On sait faire des Kalachnikov, ça, pas de problème. J'allais dire de la vodka, mais bon. Aussi, mais en tout cas des Kalachnikov. Mais des Kalachnikov, ils se sont dit, chouette, on va faire une AK-74M en 5,56. Ça deviendra la AK-101 et la AK-102 pour la version en canon court. Et ils ont probablement pensé que, super, ça allait cartonner. Mais en fait, ça n'a pas cartonné parce que les pays qui voulaient acheter du 5,56 sont des pays qui voulaient se rapprocher de l'OTAN. Et quand on veut se rapprocher de l'OTAN, on flatte l'OTAN. Et quand on veut flatter l'OTAN, on achète du matériel à l'OTAN. On le voit aujourd'hui avec les F-35, avec tous ces pays qui achètent un avion dont tout le monde sait qu'il est terriblement cher et pas très performant. Enfin, et finalement pas aussi performant que ce qu'il se voudrait. Voilà, et on le voit bien à travers ça. L'achat d'armement, c'est souvent un acte politique. Et parfois aussi, on peut se poser la question de... Alors, c'est très la question de l'histoire de l'armement de l'industrie israélienne, toute politique mise à part, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comment un pays naissant en 1948 s'est doté d'une industrie de l'armement. Je me fous de l'aspect politique, ça m'intéresse pas. Décorer. Non, mais je dis pas pour toi, camarade, je sais que tu le sais déjà. Mais dit-il en disant camarade pour bien foutre la merde. Mais le truc, ce qui m'intéresse dans les armes à feu, c'est pas les considérations politiques. Je m'en tape. Pour moi, il faut décorréler. On a le droit d'avoir des avis politiques.
Mais quand on parle d'arme à feu, ce qui est intéressant, c'est le pourquoi et c'est le produit fini, c'est l'arme. Le reste, on s'en tape. Donc ce qui m'intéresse, c'est comment, historiquement, ils ont fait ça et effectivement, pourquoi ils sont allés faire du Dror. Je suis pas surpris qu'ils soient allés faire une arme américaine parce qu'ils ont eu des armes américaines. Pourquoi ils ont fait ça sur un truc qui était, on va dire, inspiré par Melvin Johnson qui bossait pour une boîte privée? Probablement parce que les industries d'État américaines avaient d'autres choses à foutre. J'imagine que c'était ça l'idée. Et pourquoi ils l'ont fait en 303 British et en 857? Là, pour le coup, la réponse est tout trouvée. C'est parce qu'au lendemain de 1948, l'armement qui équipe majoritairement les forces israéliennes, c'est du Bren, pas du Bren, enfin si, il y a du Bren, mais c'est du Lee Enfield et c'est du Moser 98. Donc tout simplement, c'est toujours cette logistique d'utiliser la même cartouche. Donc voilà. Mais et sachant que j'allais dire que justement, c'est l'histoire, hein, Israël, c'est j'allais dire l'Empire britannique, mais je ne sais même plus si c'est un empire à ce moment-là encore. Si, bien sûr que oui. C'est les Anglais qui soutiennent le projet, on va dire. Donc pourquoi les Anglais se retrouvent avec du matériel américain? Enfin, qu'est-ce que les Johnson viennent faire là-dedans, en fait, tu vois, mais parce que j'imagine que si tu veux, ce que quand tu dis c'est, on va dire, des reliquats de l'Empire britannique, et c'est vrai, c'est pour moi c'est l'arrière-plan. J'essaie de pas parler en anglais, donc du coup de temps en temps je marque non, le background, je pensais. Le background. Mais voilà, donc on va l'éviter. Donc voilà, donc l'arrière-plan. Et donc si tu veux, c'est l'arrière-plan. Et donc c'est l'état des lieux. C'est-à-dire quand il y a la naissance de l'État d'Israël, ils ont sur le terrain déjà beaucoup de Lee Enfield parce que effectivement c'est l'Empire britannique. Et ils récupèrent énormément de Moser 98 qui arrivent d'Allemagne en fait, qui leur sont donnés pour constituer, parce que tout simplement les Alliés ont ça sur les bras, qu'ils savent pas quoi en foutre, et que c'est pour ça qu'on va en avoir en Indochine et c'est pour ça qu'on va en avoir en Israël. Et à mon avis, tout simplement, très rapidement, les États-Unis s'avèrent être un allié de l'État naissant d'Israël. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il y a une aide industrielle qui se ferait à ce moment-là. Et tout simplement parce que probablement, il y avait de l'argent à dépenser, il y avait des moyens existants du côté de chez Melvin Johnson. Et donc, du coup, à mon avis, tout simplement, c'est comme ça que ça s'est goupillé. J'en reviens à ce que je disais, c'est très souvent des histoires d'opportunités, que ce soit pour nous, pour tester, ou pour les pays, pour adopter. Et après, c'est des décisions politiques. Par exemple, le fait anecdotique réel qui est relaté dans The Black Rifle, donc chez Collector Grade, quand le Canada fait l'adoption d'un fusil en 5,56, il teste tout un tas d'armes, dont le M16 et dont le Galil. Et quand il teste le Galil est très au-dessus du M16 en termes de fiabilité, etc. et compagnie, mais c'est écrit noir sur blanc. Ils ne l'adoptent pas parce que ça ressemble trop à une Kalachnikov et qu'ils ne peuvent pas politiquement adopter une arme qui ressemble à une Kalachnikov. C'est aussi bête que ça, et je pense qu'il y avait aussi une volonté du gouvernement canadien d'acheter plutôt une arme aux Américains, qui sont leurs voisins directs et un partenaire économique principal, plutôt que d'aller acheter une arme à un petit pays qui était l'État d'Israël alors. Et ça se comprend très bien. Je suis pas en train de dire qu'il faut que les pays abandonnent leur comment ça s'appelle, je suis pas en train de dire que les pays doivent se saborder économiquement pour acheter une arme qui est mieux, etc. Non, mais simplement, ça fait partie de l'équation de l'adoption d'une arme à feu. Bon, voilà, on arrive à la fin. Enfin, je pense qu'on a balayé pas mal de choses. Je rappelle qu'il y a un article, que tu as fait un article sur ton site il y a encore plus de données, enfin, parce que là on parle, mais on n'a pas forcément les données factuelles, par exemple, je pense aux vitesses des projectiles, les cartouches, etc. Le poids des armes. Ouais. Et ou par exemple j'étaye ma position sur le Fedorov, enfin les fusils Fedorov, et que ça tombe pas du ciel. Mais effectivement, comme tu dis, là on est déjà sur une vidéo qui est un peu longue. Voilà. C'est sûr que je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écouteraient parler toute la journée, mais c'est pas faisable non plus, quoi. Ouais. Mais donc voilà, donc première partie finalement FG42. On va préparer une deuxième partie sur le STG44, et je pense qu'il y en aura il y aura encore plus de choses à dire. Parce que l'héritage est... Bon, on va pas spoiler, hein, mais il y a beaucoup de choses à dire en tout cas. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas en commentaire. Vous avez des questions techniques, etc. Il n'y a pas de problème. On répondra pas directement, mais on les mettra de côté et on répondra dans une autre vidéo, peut-être une troisième vidéo. Voilà. Bah écoute... je pense que c'est pas mal. On va s'arrêter là.
Mhm. En tout Ouais. cas, Ah, merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. merci. J'espère que ça vous aura plu, que le format vous aura plu. On essaiera, dans ce cas-là, d'en refaire d'autres plus tard. Mhm. Et puis, écoute Arnaud, merci à toi d'être venu. Mais non, merci à toi de ton invitation, d'avoir proposé de faire, de faire ça. Je pense que c'est un format intéressant. Et voilà. Et je suis ravi que ça se fasse avec toi sur ta chaîne. Ok, merci à toi. Voilà. J'en prie. Avec Allez, plaisir. salut tout le monde. Ciao.